l'entrepreneuriat, c'est persévérer dans le temps, c'est se remettre en question, c'est avoir une passion fondamentale pour un projet. Et puis aujourd'hui, on valorise à fond créer sa boîte, démarrer tout ça. Puis je sais pas si c'est ça qu'on devrait valoriser. Moi, je trouve qu'on devrait plutôt valoriser le fait que les gens aillent dans la voie qu'est la leur. En Suisse, la Constitution garantit que les médias ne sont pas à la merci de l'État. Et les médias sont un contre-pouvoir. Ça fait partie d'une démocratie qui fonctionne bien. Ils doivent être libres. Voilà. Je pense que c'est pas le rôle d'un média de service public de militer pour une cause. Surtout pas. Et aujourd'hui, c'est quand même problématique. Moi, je le vois, on a beaucoup de jeunes qui veulent travailler dans le monde du journalisme. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent devenir journalistes parce qu'ils veulent militer pour une cause. Notre journal d'information, ça doit être un journal d'information qui est objectif, qui n'est pas teinté d'une influence de qui que ce soit. Donc, ça doit pas être influencé commercialement, ça doit pas être influencé politiquement. Puis en même temps, on doit vendre de la publicité pour notre chaîne, pour financer notre travail. Donc, c'est un peu ces éléments qui sont pas tout simples à mettre en œuvre. Aujourd'hui, quelle est l'émission qui cartonne le plus ? Marcello, toi et ton associé avez créé un véritable séisme dans le monde médiatique roman. En plus de la couverture de l'actualité dans les cantons du Jura et de Neuchâtel, ainsi que de la région d'Yverdon et le Jura bernois avec Canal Alpha, vous avez obtenu la concession pour la télévision qui couvre notamment le Jura bernois, Bienne et le Zélande, avec ce nouveau projet Canal B. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'obtenir cette concession ? C'est déjà le fruit d'un long travail. Ça faisait plusieurs années qu'on avait mis en place cette stratégie, en fait. Donc ça a pris pas mal de temps. Il a fallu déjà un petit peu se décider à se lancer dans ce projet, parce qu'on ne se lance pas comme ça sans réflexion derrière un projet aussi important. Ensuite, on a dû un petit peu construire ce qui fait un peu les bases de ce projet, de savoir si on avait les reins assez solides, si on avait la possibilité de se déployer davantage. Et puis il y avait ensuite la mise au concours, répondre à la mise au concours, qui était quand même un immense travail de plusieurs mois. Et puis voilà, après, on était très heureux d'apprendre que le concours avait eu comme résultat qu'on ait cette concession, même si on savait que le chemin serait encore long jusqu'à ce qu'elle soit effective, parce qu'il y a des possibilités de recours une fois que le DTEC choisit le candidat qui a une concession. Et puis voilà, maintenant on attend encore que ces recours soient jugés pour pouvoir. C'est pas encore terminé, non. Il y a encore une dernière étape qui doit être décidée par les juges du tribunal administratif fédéral qu'on attend ces prochaines semaines. Donc tu cites le DTEC, qui est le département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, qui justement octroie ces concessions. C'est ça. Donc, ok, mais finalement, pourquoi se lancer ? Pourquoi, comme tu l'as dit, il y avait quand même des risques, c'est un projet ambitieux. Pourquoi, vous avez Canal Alpha qui fonctionne bien. Enfin, bon, tu me diras si ça fonctionne bien ou pas, mais vous, Canal Alpha, ici on a un Neuchâtel, on a un Microcity, qui est le pôle innovation du canton de Neuchâtel. Pourquoi ce projet ? Bon, je crois que déjà, avec Joël, on est deux entrepreneurs. On est deux, Joël qui est ton associé. Joël qui est mon associé, Joël Pellet. On est deux personnes qui aimons entreprendre, qui aimons développer des projets. C'est, je dirais, ce qui nous motive le plus. C'est pour ça qu'on est fait. Donc on a toujours souhaité aller de l'avant, développer les choses qu'on a mis en place, qu'on a créées. Et puis pour nous, c'était une occasion d'aller plus loin, quelque part, de grandir davantage, de développer les différentes choses qu'on avait mis en place pendant les 25 années qui se sont écoulées depuis qu'on travaille ensemble. On travaille ensemble depuis même bientôt presque 30 ans avec Joël. Et puis voilà, ce qui a été un facteur déclencheur, peut-être davantage que le reste, c'est que la concession de Canal Alpha, jusqu'à fin 2024, couvrait, comme tu l'as dit, le canton de Neuchâtel, le canton du Jura, la région d'Yverdon et le Jura bernois. Et puis depuis 2025, les zones de desserte, comme on les appelle techniquement, ont été redécoupées par le DTEC, justement. Et le Jura bernois ne faisait plus partie, en fait, de la concession Arc jurassien, ce qui pour nous était un peu un crève-cœur, parce que ça fait quand même longtemps qu'on couvre le Jura bernois avec Canal Alpha. Et puis on se disait, est-ce qu'on va devenir un peu plus petit à l'avenir ?
on trouve que c'est un petit peu contre nature pour une entreprise de rapetisser. Donc on s'est dit, peut-être que le chemin, c'est de faire une deuxième chaîne de télévision, une autre chaîne de télévision, et puis c'est le choix qu'on a pris. Mais je pense que fondamentalement, on est des gens qui aimons créer des projets, développer des projets, donc ça va un peu dans cette idée-là. Ok. Donc est-ce que ça veut dire que potentiellement, vous ouvrirez une nouvelle chaîne en 10 ans, dans 5 ans? Je ne sais pas ce qu'on fera dans 5 ans ou dans 10 ans. Je pense qu'on aura fait plein de nouvelles choses d'ici là. On peut se dire que Canal Alpha, c'est toujours Canal Alpha depuis longtemps, mais quand même, ces 25 dernières années, quand on a racheté la chaîne à la fin de l'année 2000, avec Joël et puis 2 autres associés à l'époque, il y avait 14 collaborateurs. Le programme couvrait à peine le canton de Neuchâtel. Et puis notre boîte de prod, Mystique, avait 5 ou 6 personnes. Donc c'était un autre... on a bien grandi depuis, on a bien développé. Aujourd'hui, on est... sans Canal B, on est pas loin des 60. Quand Canal B se sera complètement déployé, on touchera les 100 personnes. Donc ça, c'est quand même pas mal développé, même si c'est pas... un développement à l'américaine, Mais c'est pas encore 10 000. Non, on n'est pas 10 000, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce qui nous motive, c'est pas forcément le développement pour le développement ou le chiffre d'affaires pour le chiffre d'affaires. Ce qui nous passionne, c'est le projet médiatique, en fait. C'est le fait que c'est pas juste une entreprise, c'est aussi participer à la construction d'une région. Et pour nous, ça, c'est très important, en fait. On n'est pas, pour ça, on n'est pas des entrepreneurs classiques, je dirais, parce que c'est pas le business en soi qui nous intéresse, mais je pense que c'est fondamentalement ce qui a trait aux médias, à la communication, à l'échange, ce qui peut construire des liens entre les gens, ce qui peut contribuer au bon fonctionnement d'une société. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous motive. En tout cas, je connais 2-3 personnes chez Mystique, / Canal Alpha. Et puis c'est vrai que vous avez des belles personnes. Je pense à Jérôme. C'est sûr qu'on a des belles personnes. C'est, je pense, une de nos grandes fiertés. C'est les gens avec qui on travaille. Et pour nous, c'est aussi une des choses les plus importantes. C'est les relations humaines, ce qu'on arrive à faire en équipe. C'est la compétence d'équipe plutôt que juste avoir un ou 2 talents exceptionnels. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on arrive à faire avec une équipe, en fait. Avec des équipes, parce qu'en réalité, c'est quand même plusieurs structures différentes. Et puis, on a des domaines d'activité assez différents, des gens qui travaillent dans des métiers très différents. Voilà. Marcello, peut-être avant qu'on continue, parce qu'on a cité des noms, tu as cité des noms, on parle de chaînes de télévision, Canal B, Canal Alpha, Mystique, tu parles de régions. Qui es-tu, Marcello ? Je suis un gars qui est né dans le canton de Neuchâtel, à Chaux-de-Fonds, qui a vécu toute son enfance au Brenay, magnifique village qui fait encore partie du canton de Neuchâtel, maintenant qu'il est en plus fusionné avec le Locle. Oui. Voilà, j'ai fait ma scolarité dans le haut du canton, et puis quand j'avais autour de 20 ans, je suis descendu dans le bas, en travaillant encore dans le haut. Mais c'est à ce moment-là que je venais de faire ma première entreprise et qu'on s'est associé justement avec Joël. Donc on était assez jeunes, c'était quand on avait 20 ans. Et puis j'ai 4 enfants qui sont maintenant des adultes. Donc ma plus grande fille a 26 ans et ma plus jeune fille en a bientôt 21. Voilà, et puis j'ai un garçon et une fille encore. Voilà. 4 en 5 ans. C'est ça. À peine plus. Belle perf. Ouais, c'est surtout mon épouse qui a fait une belle perf. Non, c'est clair, mais je te dis ça parce que comme je t'ai dit, je suis papa depuis pas longtemps et on se projette déjà un petit peu. Bravo. Et puis, donc, tu dis, t'es un gars de Neuch, finalement, du canton. À 20 ans, tu t'associes à Joël, tu crées ta première boîte ou vous créez votre première boîte. Avant ça, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais un CFC ? Alors moi, j'ai pas fait beaucoup d'études. J'ai fait l'école secondaire. Ensuite, je suis allé au gymnase parce que je savais pas quoi faire d'autre.
Et puis en sortant du gymnase, je ne savais vraiment pas quoi faire. Alors là, j'ai commencé à faire un peu des boulots à gauche à droite. J'ai fait une formation pour redevenir assistant de direction. Ensuite, j'ai fait une formation de 3 ans, une demi-licence en théologie. Et puis, en parallèle de ça, j'avais toujours cette envie de créer une entreprise que j'ai fait finalement. Après, j'ai quand même dû travailler parce qu'il faut manger aussi. Donc, j'ai travaillé à mi-temps et puis avec Joël, on a commencé gentiment de développer notre entreprise en ayant chacun des jobs à côté en fait. On s'occupait aussi d'un groupe de jeunes ici sur Neuchâtel, un groupe de jeunes assez grand. Et puis, on a développé notre première boîte dans laquelle on a créé la première web TV en Suisse. Donc, dans les années 97, 98, Ah ouais, 99. Ouais. précurseur. Ouais, on était hyper précurseurs. On était en Suisse, voilà, on était les seuls à faire une web TV. À l'époque, on avait fait tous les gros titres. C'était assez marrant, assez novateur, assez défiant parce que techniquement, c'était largement plus compliqué qu'aujourd'hui. Donc, on parle d'une époque où il y avait encore des modems. Donc, le modem 56K venait d'arriver. Donc, on avait plutôt l'habitude du 28.8 ou du 33.6 pour ceux à qui ça évoque peut-être des souvenirs. Et nos vidéos faisaient 160 par 80 pixels. Voilà. Mais c'était quand même compliqué de trouver des ordinateurs assez puissants pour les encoder en live et puis aussi pour avoir un serveur de streaming qui fonctionne bien, qui était capable de supporter une certaine charge. Enfin, c'était une autre époque, clairement. Mais voilà, on a fait pas mal de trucs sympas. On avait fait un mariage en direct sur le web. On a fait pas mal d'émissions. Puis voilà, c'était vraiment une start-up dans tous les sens du terme. Et c'est comme ça qu'on s'est un peu lancé dans le monde des médias à cette époque-là. Mais pourquoi ce secteur? Parce que finalement, donc, tu as cité les formations que tu as faites. Pourquoi cette web TV? Pourquoi Je sais pas, ça nous a toujours passionnés Ok, de pouvoir parler aux gens, de pouvoir leur transmettre des choses. d'accord. Voilà, je me suis jamais vraiment posé la question pourquoi. Je pense que parce que j'ai aussi envie de transmettre des valeurs positives, transmettre. Je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs, j'ai encore plus envie, surtout avec la génération, la plus jeune génération, de donner un peu aussi une vision un peu plus empreinte de positivisme, d'espoir dans l'avenir. Je trouve qu'on manque un peu de ça aujourd'hui. Et puis on a des gros défis dans notre monde, mais je pense qu'on ne va pas relever ces défis avec du fatalisme ou avec de la rébellion ou des bras tombés ou de la déception. Enfin voilà, moi je pense que l'être humain peut faire beaucoup de choses, mais il a besoin d'une énergie, d'une motivation. Il a besoin d'espoir quelque part. Et puis je pense que quand on est positif, quand on regarde ce que les autres font, qu'on s'intéresse les uns aux autres, quand on se parle les uns aux autres, en fait on aide tout le monde à aller de l'avant. Et puis je pense que c'est ce qui nous motive fondamentalement aussi dans nos projets de médias régionaux. Aujourd'hui, voilà, le monde entier est à notre porte. Tout le monde peut se connecter avec n'importe qui à l'autre bout de la Terre. Mais finalement, nos racines, on les a dans l'endroit où on vit, les gens qu'on connaît, qu'on croise. Les vraies relations, on les a avec des gens qui sont autour de nous. Et ce qui se passe dans notre région, quelque part, c'est le plus important dans nos vies. Et ce qui se passe dans notre région au niveau de la société, de la culture, du sport, de l'économie, de l'entrepreneuriat, c'est toutes des choses qui... Voilà, on peut s'y connecter directement, réellement. C'est pas virtuel, ça existe, ça fait une différence. Et puis, je pense que de mettre ça en valeur, d'en parler, comme je l'ai dit déjà, s'écouter les uns les autres, c'est des choses qui ont énormément de valeur dans notre monde aujourd'hui, puis peut-être qu'on oublie un peu en fait. Donc c'est ça qui nous donne envie quelque part de développer ces projets médiatiques. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus globalisé, mais j'ai l'impression que de plus en plus les gens ont cette attente de contenu régional, de contenu auquel ils peuvent se connecter, ils peuvent comprendre ce que c'est, où c'est, qui c'est, s'identifier.
Et je crois qu'il y a le contenu régional, en fait, a peut-être jamais été autant désiré qu'aujourd'hui. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Euh, Aussi quand j'observe notre audience en Ok, général. ouais, j'allais te poser la question justement. C'était un Euh, constat ouais, on aussi. sent vraiment ça, en fait. Les gens ont besoin de savoir ce qui se passe autour d'eux, aussi qu'on parle de ce qu'ils font autour d'eux, et puis que ça soit enraciné quelque part, que ça soit connecté, en fait, mais de manière réelle aussi, et pas seulement virtuelle. Mhm. C'est vrai que de manière générale, on voit qu'il y a un petit retour en arrière, typiquement avec les épiceries qui s'ouvrent, tu sais, le vrac, le café du coin. Il y a ce retour. Je sais pas, on en parlait avec des amis. Est-ce que tout ce qui est technologie type mobile, smartphone et autres reviendrait un petit peu en arrière pour typiquement mes enfants à moi? Je sais pas. J'espère qu'il y aura une limite un peu plus claire. Bon, ça, on le verra. Quand il a fallu choisir une assurance, j'ai naturellement opté pour la mobilière. Pourquoi? Parce que c'est une assurance suisse et qui redistribue une partie de ses bénéfices à ses clients. Mais au-delà de ça, ce qui m'a marqué, c'est leur fiabilité, qu'on ça compte vraiment. En 2020, en pleine pandémie Covid, ma femme et moi avons été rapatriés de Colombie et grâce à leur assurance voyage, tout a été pris en charge sans discussion. Si tu cherches une assurance de confiance, n'hésite pas à les contacter en mentionnant le podcast. Un petit cadeau t'attend à l'agence de Neuchâtel. Mais tu as dit, Marcello, quand je t'ai demandé pourquoi Canal B, pourquoi ces projets, à 20 ans, t'as créé ta première boîte. Et tu as dit, c'est pour ça qu'on est fait. En citant donc toi et Joël, ton associé. Euh, on n'est pas tous faits pour ça, pour créer des boîtes, pour créer des projets, voilà, créer des organismes. Hein. Donc, organismes, je dis les entreprises où tu Ouais. as différentes personnes qui évoluent dans ces environnements-là. Depuis petit, tu veux créer une boîte? Bah ouais, peut-être pas tout petit, peut-être que... en tout cas, depuis que j'étais ado. Après, je ne sais pas si c'était spécialement une boîte, mais de créer des projets, de créer quelque chose, ça a toujours été... voilà, ça a toujours fait partie de moi. Après, peut-être que je ne l'ai pas identifié tout de suite, Mhm. mais bah, des fois, quand on vieillit un peu, on réfléchit un peu plus à ce qu'on veut vraiment faire, à son parcours, et puis je pense que c'est clairement... c'est clairement ce qui me rend heureux et qui est dans, dans quoi je pense être à peu près pas trop mauvais. Mhm. Euh, D'autres gens n'ont pas cette fibre-là, mais ont d'autres fibres. Elles sont pas moins bonnes ou. Enfin voilà, moi je trouve que c'est pas une question de valeur, c'est une question de savoir voilà qu'est-ce qui nous caractérise, qu'est-ce qui nous définit. J'aime bien ce terme pourquoi on est fait parce que quelque part je pense qu'on a tous une identité, on a tous voilà, des traits de caractère, des forces, aussi des faiblesses. Souvent, nos forces et nos faiblesses, c'est des choses qui sont assez liées. Et puis des fois, on essaie toujours d'être parfait, on essaie toujours d'améliorer nos faiblesses, on essaie toujours de se mettre dans des boîtes. Puis peut-être que c'est plus intelligent de se poser la question, mais voilà, où est-ce que je suis bon, où est-ce que je peux apporter quelque chose aux autres, et puis autant mettre d'énergie là-dedans plutôt que de lutter contre les choses que peut-être j'arriverai jamais à corriger Mhm. parce que voilà, j'ai un caractère trop comme ci ou trop comme ça. Mhm. Voilà. Maintenant, après, voilà, je n'ai pas envie non plus d'être présomptueux. Je pense on utilise des fois ce terme d'entrepreneur. Moi, je suis pas tellement quelqu'un voilà, qui aime bien les grands mots, se mettre en avant et tout ça, parce que c'est pas ça qui me motive en fait. Encore une fois, par exemple, j'ai beaucoup plus de satisfaction quand je vois que des gens en équipe produisent quelque chose, plutôt que de dire j'ai créé quelque Mhm. chose. Voilà, ça peut être cool, un petit moment de plaisir, mais ça dure pas longtemps, puis finalement, c'est pas ce qui me nourrit dans le fond. Mhm. Donc, est-ce que tu es plutôt de l'école j'ai des faiblesses, j'ai des lacunes dans un secteur donné et donc je développe ces faiblesses-là
pour qu'elles arrivent plus ou moins dans mes plus grandes qualités ou forces? Ou est-ce plutôt, tu dis, bon, j'ai ces faiblesses-là, elles ne m'intéressent pas en plus, je vais plutôt chercher des gens qui, eux, ont des forces dans ces faiblesses-là, qui puissent m'accompagner, et moi, je me concentre sur mes forces, et finalement, je capitalise sur ces forces. Tu sais, il y a un peu deux écoles. Ouais, Il y en a ouais. certains, ils vont dire, non, on va à fond, on mise tout sur les forces, et d'autres qui vont dire, non, ben, allez, on essaye d'être moyen ou bon partout au lieu d'être excellent sur Bah, un disons que seul. pendant des années, j'ai essayé de lutter contre mes faiblesses, de m'améliorer dans plein de domaines, D'accord. ce qui n'est pas forcément négatif, parce que voilà, peut-être que Tu peux en citer une faiblesse comme ça que... Ben, par exemple, moi j'ai beaucoup de peine avec tout ce qui est répétitif. D'accord. Donc si on fixe des séances de suivi pour un projet, puis que c'est toutes les semaines, le mardi matin pendant 1 heure, ben, en général, au bout de 2 mois, ça va commencer à me fatiguer sérieusement. Par exemple, ça, j'estime que c'est une de mes faiblesses, mais j'en ai des tonnes des faiblesses. Mais je pense que ces dernières années, j'ai compris que peut-être que c'est bien des fois de corriger des grandes faiblesses qu'on a, mais je pense que c'est bien plus intelligent de capitaliser sur ses forces. Et puis, voilà, après, il y a un moment où on a déjà fait pas mal de choses, hein, on a déjà développé pas mal de choses dans notre vie. On se dit, ben voilà, on n'a peut-être pas. J'ai plus trop envie de prouver des choses, j'ai plutôt envie de m'épanouir dans ce que j'aime faire, et puis peut-être de progresser dans ce que j'aime faire, puis où j'ai des forces. Euh, mais c'est peut-être ces dernières années que j'ai eu cette prise de conscience. Avant, j'ai plutôt essayé de faire au mieux dans tous les domaines. Mais des fois, je trouve que il y a un côté aussi positif, hein, d'essayer de progresser dans les domaines où on n'est pas excellent. Mais je pense que c'est dommage, en tout cas, de ne pas se développer là où on est bon. Et je pense qu'il faut pas... C'est un piège, en fait. À refaire, ou plutôt, je vais te poser la question autrement. Une personne qui débute ou qui a 5 ans de carrière et qui veut lancer sa boîte, est-ce que justement tu lui dirais capitalise sur tes forces ou bien essaye quand même de combler un petit peu tes lacunes et puis ensuite capitalise sur tes forces? Je pense que je ne parlerai pas de ça avec une personne qui veut lancer sa boîte. Ok. J'essaierai plutôt de savoir, est-ce qu'il est vraiment fait pour ça? Et comment tu essaierais de savoir ça? Je pense qu'il y a des traits de caractère. Je pense qu'il faut être extrêmement persévérant. Euh, je pense qu'il faut être extrêmement positif, extrêmement résilient. Puis surtout, il faut avoir un élément qui passionne, qui motive, profond. Puis je pense que quand on n'a pas ces choses, ou quand on n'est pas drivé par ces énergies-là, je pense que c'est un mauvais choix d'essayer de se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, je dirais pas que c'est quelque chose de difficile, mais plus les années passent et plus je me rends compte qu'en fait, il y a des gens qui sont faits pour ça, puis il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Puis c'est pas, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, c'est pas négatif de pas être fait pour ça. Mhm. Des fois, je trouve même que des fois, on manque un peu de gens qui ont plus des profils, par exemple, de gestionnaires, mais qui sont d'excellents gestionnaires, qui sont des gens capables de garder un cap. Je trouve ça hyper valeureux, en fait, comme profil aussi. Mais voilà, parfois, on valorise à mort le côté être entrepreneur, mais je pense vraiment que tout le monde n'est pas fait pour ça. Et je pense que d'aller dans cette voie, si on n'est pas fait pour ça, c'est un peu dommage, parce qu'on peut un peu se casser inutilement. D'autant qu'après, il y a aussi toujours le côté financier, hein, qui va avec, parce que si on est entrepreneur, ça veut dire qu'on fait une entreprise, donc on va essayer de vivre de ça et faire vivre d'autres personnes de ça, donc il y a des implications financières, et voilà, si ça ne marche pas, ça a des conséquences. Mhm. Alors voilà, ça fait partie aussi de prendre des risques, mais je discutais récemment avec quelqu'un qui voulait acheter une maison, et puis qui ne savait pas, les gens qui avaient construit la maison, si c'était fiable ou pas, etc. Et puis, moi, j'ai dit à cette personne, te connaissant, si tu as des problèmes, tu arriveras à gérer ces problèmes, et puis ils ne vont pas t'abattre, donc prends le risque. Mais peut-être que j'aurais dit à une autre personne, prends pas le risque, parce que
ben voilà, si la construction finit mal, s'il faut se battre avec des maîtres d'ouvrage ou des maîtres d'œuvre, enfin voilà, ben peut-être que pour certaines personnes, ça va les Ouais, ça entraîne, déborder, les ouais. dépasser, ça Mhm. va leur occuper toute leur journée, toute leur nuit, les angoisser, les détruire quelque Mhm. part. Mhm. Parce qu'ils sont pas faits pour ça, ils sont faits pour autre chose. Voilà, mais je pense que c'est pas si simple. Parce qu'aujourd'hui, tout est une question de valeur, en fait. Puis je trouve que dans notre monde où tout est ultra dans la comparaison tout le temps, on est toujours soumis à ce que d'autres font. C'est pour ça que je trouve que les réseaux sociaux sont une immense infection, et particulièrement pour l'entrepreneuriat, Mhm. Mhm. parce que c'est que comparatif, c'est que des gens qui se mettent en vitrine, qui montrent toujours le beau côté et tout ça. Puis en fait, c'est un espèce de grand leurre, en fait, parce que c'est pas ça l'entrepreneuriat. Mhm. L'entrepreneuriat, c'est persévérer dans le temps, c'est se remettre en question, c'est avoir une passion fondamentale pour un projet. Euh, et puis aujourd'hui, ben voilà, on valorise à fond euh, créer sa boîte, démarrer tout ça. Puis je sais pas si c'est ça qu'on devrait valoriser. Moi, je trouve qu'on devrait plutôt valoriser le fait que les gens aillent dans la voie qu'est la leur, Mhm. qui peut ou non être l'entrepreneuriat, mais ça peut être autre chose aussi. Puis une autre voie qui n'est pas à la mode sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ça peut être vachement cool quand même, C'est même clair. si c'est pas à la mode. Mais aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il y a une espèce de mainstream comme ça, puis souvent on est enfermé dans sa bulle quand on est dans les réseaux sociaux parce qu'on a un centre d'intérêt, puis bam, on se retrouve face à 10 000 personnes qui sont bien meilleures que nous dans un domaine. Puis je trouve que c'est hyper mauvais en fait, parce que c'est difficile de trouver sa voie là-dedans. Mhm. Euh, c'est pour ça que je suis assez extrême, mais des fois, quand j'entends des jeunes parce qu'il y en a de plus en plus, qui ont coupé les réseaux sociaux, je me dis, ah ben peut-être que ce sera les leaders de demain, Mhm. Mhm. parce qu'ils seront pas construits en se comparant, mais ils se seront construits en cherchant ce qu'est leur vraie voie à eux en fait. C'est vrai que on a l'impression que c'est fait pour tout le monde, que tout le monde peut lancer sa boîte, même solopreneur, hein. Par contre, je pense qu'il y a un peu un consensus quand on dit que pas tout le monde est fait pour être chirurgien, que pas tout le monde est fait pour être acteur, chanteur, sportif, professionnel. Enfin, il y a plein de métiers où on va se dire. euh, alors, potentiellement, si on a des enfants, bah, évidemment, s'ils veulent être, peu importe le job, bah, on leur dit, bah oui, c'est possible. Médecin, avocat, enfin, tous ces, on va dire, ces fonctions un peu qui ont une bonne cote au niveau de la Ouais. société. Par contre, c'est vrai qu'entrepreneur étant, enfin, entrepreneur entre guillemets, moi j'aime pas trop ce terme non plus, entrepreneur. Enfin, tout le monde entreprend d'une certaine façon si on prend la définition du mot. Mais ils ont créé sa boîte. Ben, tu sais, c'est un peu comme, je prends le domaine des panneaux solaires. Étant donné que je Par suis hasard. chez SolarSplit, ouais. Ben, c'est une bonne analogie, pardon. Et tout le monde va comprendre, je crois. Aujourd'hui, tout le monde peut poser des panneaux. Tout le monde, toi et moi, on s'associe, on crée une boîte de pose de panneaux solaires. On n'a pas besoin de certificat, on n'a besoin de rien du tout. Après, pour raccorder, pour la partie donc un peu technique AC, donc on va dire pour le courant fort, là c'est un électricien qui doit avoir une maîtrise fédérale. Ça c'est autre chose. Là c'est très réglementé. Par contre, pour poser, vraiment, toi et moi, on prend une échelle, on pose les panneaux, et ça, il y a quelques règles évidemment, mais tout le monde peut le faire. Ce qui fait qu'il y a eu une période, on va dire 2021-2022, où il y a eu beaucoup de professions dans le bâtiment qui ont changé de voie parce qu'il y a eu cette opportunité de la pose de panneaux solaires. Et donc, il y a eu aussi malheureusement un dégât d'image au niveau des installateurs parce qu'il y avait vraiment tout et n'importe quoi. Et en fait, entrepreneur, créer sa boîte, bah, c'est pareil, tu n'as pas besoin de certificat pour créer une boîte. Le monde de la fiduciaire, c'est pareil, typiquement. T'as pas besoin d'être expert comptable pour créer ta fidu et puis dire, bah, moi, je vais faire ta compta. Et tu vois, Ouais. alors qu'il y a des experts comptables, alors qu'il y a des belles fidus où tu as 4, 5, 6 experts comptables qui ont fait des années et des années d'études et qui sont très calés dans ce niveau-là. Mais
C'est pas comme les avocats. C'est pas comme le médecin. C'est pas. Enfin bref, voilà. Je crois qu'on a compris. Et donc, je trouve que tu as raison de dire, c'est important de le dire, et c'est pas péjoratif de ne pas être fait pour créer sa boîte, pour créer ses propres projets, parce que, comme tu l'as dit, typiquement l'exemple de ton ami qui voulait acheter la maison et qui se pose des questions, bon, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est vrai que si une personne n'arrive pas à dormir la nuit parce que, je sais pas, elle est endettée à un moment, ou parce que, enfin, X ou Y raison financière, RH, clientèle, etc., etc., et j'en passe des éléments, là je parle plutôt du négatif, il y a beaucoup de positifs aussi lorsqu'on a sa propre boîte. Peut-être qu'effectivement, autant bosser justement pour quelqu'un, je dis, ça peut être public, privé, peu importe, qui a créé cet organisme-là, et puis dormir un peu plus sereinement. Et je trouve que c'est important, donc merci de le souligner, mais merci de le dire. Et maintenant, si on revient un petit peu en arrière, tu as dit que à la fin des années 2000, avec 4 associés, vous avez repris Canal Alpha? Oui, à la fin de l'année 2000. Oui, ok, parce que moi j'avais c'était noté... en décembre 2000. Voilà. Ok, voilà, ok. Donc décembre 2000, vous reprenez une télé locale. Est-ce qu'elle s'appelait déjà Canal Alpha? Oui. Elle s'appelait déjà Canal Alpha, ok. Pourquoi reprendre cette télé donc en 1997-98? Parce qu'en fait, on avait commencé de notre web TV. Voilà, ok. Et puis on s'est dit, tiens, on touche 200-300 personnes par webcast. Si on rachète cette chaîne de télévision, on en touchera 20-30 000. Donc c'est plus intéressant. Okay. Voilà la raison. Et l'opportunité, comment ça s'est fait? L'opportunité, c'est parce qu'un de nos associés, enfin, à ce moment-là, on venait de s'associer à une troisième personne qui était actionnaire minoritaire de Canal Alpha et donc qui avait un droit de préemption. Et c'est comme ça qu'on a été au courant en fait de la mise en vente. Et puis après, on s'est associé encore à une quatrième personne pour trouver les fonds voilà, qu'on a empruntés auprès de nos différentes familles pour racheter ces deux entreprises. À l'époque, c'était TVP et Canal Alpha. Donc TVP qui est devenu Mystique aujourd'hui. Ah, d'accord. Voilà, qui a toujours été l'actionnaire majoritaire de Canal Alpha. Et les autres actionnaires chez Canal Alpha? Alors, il y en a toute une série de petits actionnaires. C'était une coopérative au tout départ, Canal Alpha, en 1987, quand elle a été fondée. Et puis après, petit à petit, ces actionnaires, ils ont un peu, voilà, ils sont minorisés parce que il y en a beaucoup qui sont décédés. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire de la chaîne, on a eu quand même pas mal de soucis. Hein. C'était pas rose tous les jours. On a plusieurs fois failli fermer Canal Alpha parce que c'était pas viable économiquement, surtout avant 2010, la nouvelle loi sur la radio-TV, les nouvelles concessions. Et puis on a eu diverses recapitalisations de l'entreprise, et puis on est devenu de plus en plus majoritaire. Donc voilà, aujourd'hui, plus de 90% du capital de Canal Alpha appartient à Mystique, et Mystique aujourd'hui appartient à Joël et moi. Ok. Et donc ces 10% restants, c'est... je ne peux pas dire combien, mais c'est peut-être une petite centaine de gens un peu éparpillés. Okay. Et eux, ils reçoivent... Ils viennent à l'Assemblée Générale. Enfin, il y en a une petite dizaine qui vient à l'Assemblée Générale chaque année, parce que ça les intéresse de connaître un peu l'évolution du projet. Mais... Ils reçoivent des dividendes, quelque chose? Non, alors personne ne peut recevoir de dividendes de Canal Alpha, parce qu'étant donné qu'elle a une concession, elle fait partie des 13 chaînes de télévision concessionnées en Suisse. Et dans la loi sur la radio-télévision, depuis 2007, les chaînes de télévision concessionnées n'ont pas le droit de distribuer du bénéfice, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça que je disais avant qu'on n'est pas... C'est pas le business premièrement qui nous motive, c'est le projet. Parce que pour faire de l'argent, c'est bien mieux d'investir dans l'immobilier que dans une chaîne de télévision régionale. Ok, d'accord. Je comprends bien. Et donc... TP, comment? TVP, Télévidéo Production, ça s'appelait. Ok, d'accord. TVP qui est devenu Mystique, qui est donc votre agence de création digitale, mais qui en plus a Canal Alpha et donc qui aura Canal B aussi. Oui, Par contre, qui a déjà
Qui a Canal B déjà, ouais, est une société anonyme qui existe à maintenant. 100% par contre. Oui, à Vous n'avez pas 100%. laissé Non. 100 personnes. Bon, après, on n'est pas contre que des actionnaires nous rejoignent, mais pour l'instant, c'est comme ça. Après, il faut démarrer le projet. Hein. On va pas... Bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de risques quand même. Il y a le fait qu'on concourt. On ne savait pas si on allait gagner le concours. Donc, voilà, au départ, c'est notre projet. Mais après, pourquoi pas l'ouvrir à d'autres. D'accord. Et aujourd'hui, toi, concrètement, entre Mystique, Canal Alpha, Canal B, comment tu répartis ton travail? Qu'est-ce que tu fais le plus ou chez qui? Honnêtement, j'en sais rien. Ah, ok. Mais typiquement, juste Canal Mais, Alpha, il mais y a un directeur? Ou non, alors ce qui est un peu particulier, c'est que Canal B, c'est un projet qui sera assez autonome dans le sens qu'on a déjà 2 directeurs qui sont engagés Ouais. pour développer le projet. Ok. Et puis, à Canal Alpha, on a pas mal de gens qui occupent des rôles clés et mystiques. Mais avec Joël, on est encore aujourd'hui les 2 dirigeants opérationnels. Ok. Mais notre objectif, c'est un petit peu de réorienter un peu notre rôle et pour plus être les dirigeants opérationnels, mais plutôt justement d'aller dans une direction davantage de développement de projets à l'intérieur ou à l'extérieur de cet écosystème. Mais on ne va pas s'en aller, on veut toujours, enfin ça reste quand même un projet important pour nous, mais on aimerait un peu changer notre rôle et puis être moins les managers opérationnels et peut-être davantage orientés sur du développement futur. Voilà. Ok. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'on s'occupe encore de pas mal de choses au quotidien. Même si on a beaucoup de gens de valeur qui gèrent nos différents secteurs, voilà, ça reste... c'est quand même déjà 2 entités bien séparées. Hein. Mystique, c'est une agence de création digitale orientée vidéo, donc on a quand même pas mal de mandats, pas mal de travail assez diversifié. Bien... Non, c'est largement dans l'arc jurassien et plus loin aussi. Okay. Donc voilà, déjà en soi, c'est déjà une entreprise en tant que telle. Et puis après, Canal Alpha, c'est assez particulier. Une télévision, c'est pas juste une entreprise parce qu'il y a le côté économique, effectivement. On vend de la publicité, on fait de la publicité, on donne de la visibilité à nos clients. Mais il y a tout le côté de notre mandat de prestation qui vient avec la concession de l'Ofcom. Donc on a des devoirs. On a aussi, au niveau de la gestion d'entreprise, on a beaucoup de critères sur lesquels on est évalué, surveillé par l'Ofcom, que ce soit au niveau de la gestion financière, au niveau du système qualité, de l'organisation des journalistes. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça qui sont, je dirais, qui sont plutôt voilà, c'est plutôt dans des entreprises de 400-500 personnes qu'on aurait des systèmes comme ça, mais nous, on est obligé de les avoir dans une entreprise de 35 personnes parce qu'on a des contraintes. Étant donné qu'on reçoit de l'argent de la Confédération, c'est normal qu'on a aussi des obligations. Et puis voilà, c'est aussi particulier parce qu'il y a ce côté relation client comme dans toutes les entreprises, mais on a aussi le public. Le public, c'est aussi une autre sorte de client, mais c'est notre audience. On doit aussi, quelque part, les satisfaire. On a aussi, après, tout le monde institutionnel, économique, politique, sportif de la région, pour qui on est aussi, quelque part, à leur service. Mais je ne dirais pas qu'on leur est redevable, mais il y a quand même cette espèce d'attente aussi de notre côté, de par notre mandat de service public. Par exemple, les autorités politiques, elles attendent des médias régionaux qu'elles couvrent l'actualité politique ou les élections ou les votations, ce qui est normal, ce qui fait partie de notre mandat. Mais on doit le faire avec notre indépendance, mais on doit le faire en bonne intelligence aussi avec ces autorités politiques. Donc ça, c'est tout des éléments qui sont un peu des univers en soi chaque fois. Donc c'est assez complexe à gérer. Ça ne se gère pas comme une entreprise standard, je dirais, parce que c'est des activités qui sont très différentes, qui sont parfois presque antinomiques. Voilà, notre journal d'information, ça doit être un journal d'information qui est objectif, qui n'est pas teinté d'une influence de qui que ce soit. Donc ça ne doit pas être influencé commercialement, ça ne doit pas être influencé politiquement. Puis en même temps, on doit vendre de la publicité pour notre chaîne, pour financer notre travail. Donc c'est un peu ces éléments qui ne sont pas tout simples à mettre en œuvre. Alors après, avec les années, maintenant, on a une ligne claire, on a développé des
des méthodologies de travail, des principes, aussi des secteurs, des activités qui sont séparées aussi dans l'entreprise pour éviter des problématiques. Mais ce n'est pas quelque chose qui se met en œuvre très facilement. Et puis il faut aussi, il faut aussi s'adapter aux choses qui changent dans la société tout en gardant ses caps. Donc ça demande pas mal d'investissement. Et puis après, moi je dis toujours, une chaîne de télévision, elle doit avoir une âme. Et pour qu'elle ait une âme, il faut qu'on lui donne une personnalité, puis il faut qu'elle évolue, il faut qu'elle change, il faut qu'elle réponde aux attentes des gens, qu'elle réponde aussi à l'évolution. Nous, chaque année, il y a des nouvelles émissions sur Canal. Très souvent, il y a des changements visuels, graphiques, musicaux, parce qu'on est dans l'air du temps, on bouge avec l'air du temps, et on est obligé, sinon on ne fait pas partie de la vie de la société. Donc ça demande aussi pas mal de créativité, ça demande pas mal d'agilité quelque part, que parfois les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un espèce de renouvellement permanent qui est assez... il faut y mettre beaucoup d'énergie. Mais c'est ça qui est passionnant aussi. Et la différence entre un RTS et puis une chaîne... Tu as dit combien? 13 il y a 13 concessions en Suisse romande? Oui, 13 de télévision. De télévision. 13 concessions, mais ce qui veut dire qu'il n'y a pas forcément... Ah oui, il y a 13... Il y a 13 chaînes de télé qui ont une concession avec un mandat de service public régional en Suisse. Ok. Voilà. Ok. Et donc... sans compter la SSR, qui elle est dans un régime un peu particulier, parce qu'elle a aussi une concession, mais elle n'est pas considérée comme nous, comme des entités privées qui recevons de l'argent et un mandat de prestation. La SSR, elle est considérée comme une entité publique. C'est basé sur des associations régionales. Et elle, en fait, il y a des petites différences qui sont des grandes différences. En fait, c'est que l'argent de la redevance, la SSR reçoit directement l'argent de la redevance, donc ça passe des caisses de Serafé à ces caisses. Alors c'est le DTEC qui détermine, le Conseil fédéral pour être précis, qui détermine le montant qui est octroyé, mais ça passe pas par les caisses fédérales. Tandis que nous, les chaînes de télévision régionales et les chaînes de radio locales, il y en a aussi plus d'une vingtaine en Suisse qui sont concessionnées, l'argent va d'abord dans la caisse de la Confédération et ensuite elle est distribuée aux différentes chaînes. Donc, il y a toute une mécanique qui se met en place parce qu'on est du coup soumis à la loi sur les subventions fédérales et ça donne plein d'obligations supplémentaires que la SSR n'a pas. Par exemple, le DTEC ne peut pas aller vérifier comment dépense l'argent la SSR, tandis que nous, ils le font très régulièrement. Ok. Et donc là, si on parle de la partie suisse romande, la RTS... Eux, typiquement, ils font de la pub aussi ou ils font Oui, bien sûr. Ils font aussi. Ils ont quand même des revenus ils ont aussi annexes. Des revenus publicitaires assez importants qui ont beaucoup diminué ces 10-15 dernières années, mais qui sont quand même de l'ordre de dizaines de millions. À l'échelle de la SSR en Suisse, c'est des centaines de millions même. Donc, ce n'est pas des petits montants. Alors après, ce qui est un peu différent en ce qui concerne la SSR, c'est qu'à la radio, il n'y a pas l'autorisation de faire de la publicité, il n'y a que l'autorisation de faire du sponsoring pour la SSR. Et à la télévision, ils peuvent faire du sponsoring et de la publicité, tandis que les privés, on peut faire, tant les radios que les télévisions, on peut faire de la publicité. Avec aussi des jauges. On ne peut pas faire plus que 12 minutes de publicité par heure sur nos chaînes. Toutes les chaînes concessionnées sont soumises à ce genre de règles. Juste petite définition, la différence entre sponsoring et publicité. Publicité, tu regardes ton émission, tu as un petit, je sais pas, 10 secondes, 10, 20, 30 secondes de, on va dire, dans le jargon un peu typiquement YouTube, donc un b-roll en fait qui est intégré dans l'émission. En fait, dans la loi sur la radio-télévision, c'est très clairement distingué. La publicité, elle doit être dans un bloc publicitaire identifié par des jingles pub. Donc on ne peut pas mettre de la publicité n'importe où dans le programme. Et puis c'est des spots publicitaires en fait, comme on a l'habitude d'en voir. Ceux qui nous pomplèrent sur YouTube, par exemple, ça, c'est des spots publicitaires. Donc, en télévision, on a des blocs publicitaires avec un jingle in, jingle out.
Ça, c'est ce qu'on appelle de la publicité. Puis après, le sponsoring, c'est un partenaire qui finance une émission et puis qui est annoncé comme tel avant ou après une émission. Par exemple, je ne sais pas, chez nous, on a actuellement le groupe E qui sponsorise le canal sportif. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle du sponsoring. Ouais, c'est très... comme tu le sais, cet épisode est soutenu par la Mobilière Agence Générale de Neuchâtel. Et donc là, on est dans du sponsoring, évidemment. Et sauf que tu peux le dire 3 fois dans l'émission. Je peux le dire 20 fois. Voilà, tandis que nous, en télévision, il y a des règles très précises du nombre de secondes, de la manière dont on en parle. Et si c'est du sponsoring, par exemple, on n'a pas le droit on n'a pas le droit de donner un message publicitaire. Okay. Donc on ne pourrait pas dire la Mobilière, la super assurance à Neuchâtel. Okay, d'accord, voilà. Tandis que toi, tu es libre en fait de faire ce que tu veux. Oui, tout à fait. Ok, en 2020, en pleine pandémie Covid, ma femme et moi avons été rapatriés de Colombie. Heureusement, on était assurés chez la Mobilière. Tout a été couvert. C'est pour ça que je leur fais confiance encore aujourd'hui. Tu veux une assurance suisse, fiable et proche de ses clients? Contacte la Mobilière, mentionne le podcast et tu recevras un petit cadeau à Neuchâtel. Donc il y a effectivement ces différences, mais n'empêche que... Bon, c'est vrai que moi je parle de la RTS, toi tu vas un cran plus haut en parlant de la SSR. Oui, c'est la même chose. Oui, mais... Donc finalement, par contre, juste parenthèse pour parler de là je parle vraiment de la RTS, donc pour le côté roman, à l'échelle régionale, d'après ce que j'ai trouvé, c'est Canal Alpha, c'est près de 60 000 personnes chaque jour touchées, c'est juste? C'est plutôt 50 000, mais 50 000. Ça dépend des jours, mais disons, c'est entre 45 et 65. Ok. Et puis, j'ai trouvé la RTS environ 600-700 000. Ouais. Il me semble que c'est un peu haut, mais... peu haut, bon. 500-600 000. Mais disons, donc, Canal Alpha, c'est quand même environ 10%. Tu vois, c'est quand même... C'est pas anodin, quoi. Si on prend toutes les chaînes régionales romandes, on est en dessus de 200 000, on est autour de 250 000. Donc c'est pas anodin. Alors après, on a quand même une audience beaucoup plus faible que la RTS. Les chaînes régionales, il faut pas se voiler la face. Mais après, on produit aussi beaucoup moins. En général, les chaînes régionales produisent entre 1 heure et 1 heure et demie de programmes par jour. Alors que la RTS, il n'y a pas de bouclage du journal, des émissions. On peut tomber à n'importe quelle heure, on va revoir une nouvelle émission, une série, un journal, une émission, un magazine, etc. Mais c'est des moyens qui sont... on est dans des autres univers au niveau des moyens. Nous, je dis souvent, un temps présent, c'est la RTS qui le dit, c'est pas moi. En moyenne, une émission de temps présent, ça coûte 150 000 francs. Nous, avec 100 000 francs, on peut faire une émission hebdomadaire à l'année, ou peut-être pas hebdomadaire, mais disons bimensuelle à l'année, de qualité. Donc, est-ce qu'il y a un message là Non, il y a pas de... Non, mais c'est pour dire qu'en fait, on est le bouton d'après sur la télécommande. Ouais. Quand on fait un journal d'info sur Canal Alpha, je ne pense pas que nos sujets d'info soient moins bien que les sujets de la RTS, mais on a 10, 20 fois moins de moyens pour les faire. Mais on est obligé de faire un truc qui est un peu la même tronche, parce que sinon les gens ne nous regarderaient pas. Donc on n'a pas une audience comme celle comparable à l'RTS, même si elle est quand même très significative. Mais on n'a pas non plus les moyens, donc proportionnellement je pense qu'on est assez bon. Et puis les chaînes romandes depuis pas mal d'années maintenant se sont bien professionnalisées, et puis elles ont un niveau, je trouve, de pénétration dans le public qui est assez important, et on fait vraiment partie du paysage médiatique. Et en Suisse alémanique c'est aussi le cas, et au Tessin encore plus fortement, Tessin qui est un peu plus orienté télévision. Mais c'est vrai qu'on a une pénétration qui est assez conséquente, et puis on le voit bien. Après, il y a aussi des secteurs dans lesquels on sent bien qu'on a un retour assez positif. Je citerai par exemple les élections fédérales. On est toujours très regardé pendant les élections fédérales, parce qu'on est un peu le seul endroit où, dans chaque région, les gens peuvent voir leurs candidats. Ils peuvent voir à quoi ils ressemblent, ils peuvent voir comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils racontent. Parce que sur les médias... à l'échelon de la région linguistique comme la RTS, on verra toujours les cadors des partis, mais on va pas voir les 10 candidats
du haut du canton de Neuchâtel, du Parti Socialiste, Ah, ou bien c'est les 15 candidats de l'UDC. Enfin, voilà. Ouais. Donc, dans des moments comme ça, en fait, on est quand même, les télévisions régionales, un média qui remplit une case qui est couverte par personne d'autre. Mhm. Et puis je pense que c'est aussi ce qui fait notre succès. Et donc, tu disais, typiquement, en parlant d'un budget de 100 à 150 000 pour une émission de temps présent à la RTS, ce que eux font, donc ce budget-là, lui, il n'est pas contrôlé par, c'est quoi, la DTEC ou c'est l'Ofcom? Ouais, c'est l'Ofcom, qui est L'Ofcom. l'Office fédéral de la communication, qui dépend du DTEC, Ok. qui fait partie du DTEC. Eux, ça, ils vont pas aller voir. Non, parce que en fait, c'est de la surveillance financière, et puis ils n'ont pas, en fait, ils ont pas vraiment d'autorité pour faire. Alors ils peuvent, dans les grandes lignes, surveiller des choses, mais ils peuvent pas aller dire vous dépensez trop d'argent dans telle ou telle chose. Ça c'est jamais fait. Ok. Tandis que nous, bah, par exemple, moi j'ai déjà eu des contrôles d'Ofcom qui nous expliquaient qu'on dépensait trop d'argent pour produire nos minutes, Ok. alors qu'on est à 20 fois moins cher que la SSR. Ils se basent sur quoi? Je sais pas. Mais ton avis alors sur le fait que la SSR ne soit pas contrôlée, parce que au final, bah, justement, c'est de l'argent public, donc, enfin, je sais pas, moi je me dis, en fait, je te pose cette question parce que récemment, donc j'ai un invité qui s'appelle Noam Yaron, qui est passé 2 fois sur le podcast. Et puis il y a eu toute une émission sur lui qui est sortie. Alors je me suis pas, j'ai rien relayé sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Maintenant, bah, je le dis ici. Et au final, je me suis quand même dit, purée, c'était bien 30 minutes d'émission. Alors, sauf erreur, je sais, en tout cas, c'était dispo en replay. Après, ils l'ont mis sur YouTube, etc. Et puis les journalistes, ils sont allés, je crois, au Luxembourg pour parler avec un expert du sommeil. Il y a eu, je sais pas, comment, le mot m'échappe. Bon, c'est pas grave. Une grande assemblée sur le sommeil au Luxembourg. Donc eux sont allés là-bas. Donc ils se sont déplacés, ils ont passé du temps. Il y avait bah, évidemment des vidéastes, la journaliste, etc. Et je me suis dit, mais tout ça, pour un petit peu absolument tirer vers le bas Noam, du vrai à du faux, ok. Bon, j'ai envie de dire, peu importe, mais j'ai trouvé un peu trop pour ce que Noam a fait. Ouais. Et au final, Ben, j'ai trouvé trop exagéré, en fait. Oui, alors après, ça c'est un vrai problème en fait, je pense, idéologique. Est-ce que tu veux goûter la naturelle? Ouais, vas-y. C'est un vrai problème idéologique. C'est vrai qu'en Suisse, la Constitution, merci, la Constitution garantit que les médias ne sont pas à la merci de l'État. Et les médias sont un contre-pouvoir. Ça fait partie d'une démocratie qui fonctionne bien. Ils doivent être libres. Voilà. Alors la problématique, c'est de se dire, ok, si certains médias sont financés par la redevance, on pourrait aller contrôler ce qu'ils font, et puis du coup, on influencerait le contenu de ce qu'ils font, puis du coup, c'est plus un quatrième pouvoir, et puis la démocratie fonctionne moins bien. Donc là, je pense qu'il y a quand même une pierre angulaire qu'il faut conserver parce qu'elle est bonne, c'est sain pour la démocratie. Maintenant, la problématique que tu évoques, moi, je pense qu'il ne faut pas l'attaquer sous l'angle des coûts. Je pense que certainement que la SSR doit se poser des questions sur sa gestion financière, puis est-ce qu'elle dépense trop d'argent. Mais moi, contrairement à beaucoup de gens, je ne suis pas hyper fan de militer pour qu'elle réduise ses dépenses, parce que je trouve que c'est bien en fait d'avoir la SSR en Suisse, parce qu'on en a besoin dans un pays avec 4 cultures, 4 langues. On en a besoin parce qu'elle amène beaucoup de choses. Et puis, je trouve qu'on a les moyens en Suisse, pour être franc, de financer la SSR comme elle l'est aujourd'hui. Et financer aussi, d'ailleurs, je trouve qu'on devrait augmenter les moyens pour financer les médias privés, mais je trouve qu'on devrait porter le débat, c'est plutôt sur un élément fondamental de la loi sur la radio et la télévision, qui des fois n'est pas mis en avant, c'est que dans la loi sur la radio et la télévision, il est dit que en fait, les médias de service public doivent donner la parole au plus possible d'intervenants, et ils doivent exposer le plus possible d'opinions. Et puis, moi j'estime que ce n'est pas à nous les médias de dire aux gens ce qu'ils doivent penser,
Et je pense que dans notre monde d'aujourd'hui, c'est capital. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tout le contenu digital qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., c'est toujours des gens qui ont une manière de penser et il faut penser que de leur manière, puis tout le monde est enfermé dans sa bulle, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre société, ce dont elle a besoin, c'est pas de jugement, mais c'est qu'on puisse entendre les opinions de chacun avec respect. Et puis, à mon avis, c'est là-dessus qu'on devrait plutôt mettre le doigt au niveau de la SSR, c'est de demander à la SSR qu'elle soit le plus objective, le plus non militant possible, qu'elle milite pour aucune cause, qu'elle ne soit pas teintée de gauche ou de droite. Alors voilà, il y a plein de gens qui font des procès d'intention à la SSR, mais parfois je trouve qu'elle ne se remet pas assez en question là-dessus, et je trouve qu'elle devrait avoir plus un rôle. Moi, j'en sais rien de Yoram, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, s'il a été honnête ou malhonnête. Je ne trouve pas en soi malsain qu'un média de service public fasse une enquête. Peut-être que je ne suis pas certain que l'intérêt général, comme tu le dis, peut-être que ça ne vaut pas de dépenser tellement d'argent pour ça. Mais j'aurais pas envie de dire, je trouve que de dire qu'il ne faut pas dépenser de l'argent pour ça, c'est pas non plus sain en fait pour le système démocratique. Par contre, je trouve qu'on devrait être beaucoup plus strict en disant, ok, la SSR a un mandat de service public, elle doit présenter toutes les opinions et respecter toutes les opinions, voilà, de manière correcte en fait. Mais ça, c'est assez difficile dans la vraie vie. Ouais, voilà, parce clair. que on a des médias si on prend la presse c'est quand même une presse d'opinion. Oui. Souvent en Suisse, on a des médias plus de droite, plus de gauche, mais dans les médias électroniques, qu'on appelle électroniques, la radio et la télévision, normalement, on ne devrait pas être de droite ou de gauche. On devrait simplement exposer les opinions. Et puis après, c'est aux gens de se faire une opinion, puis de choisir s'ils sont de droite ou de gauche. Et je pense que, à mon avis, on devrait mettre l'emphase là-dessus. Je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais à mon avis, c'est le sujet clé de ces prochaines années. Et toute la transformation du monde médiatique en général nous montre bien que c'est ça le cœur du problème. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est choquant. La société se déchire de plus en plus. On ne sait pas encore combien de temps ça va durer aux États-Unis avant qu'il y ait une guerre civile. Parce que ça fait des années que maintenant, c'est les réseaux sociaux, mais avant ça, et aujourd'hui encore, par exemple, les chaînes de télévision aux États-Unis, c'est vraiment militant. C'est démocrate ou républicain, et puis c'est que des partis pris, que des opinions, mais on déchire la société, en fait, avec des masses médias qui... Et je pense que en Suisse, on a une démocratie, à mon avis, exemplaire par rapport au reste du monde. On a une démocratie directe, on a une démocratie qui fonctionne bien. On a un pays qui est encore très uni, qui peut mener des projets, qui peut, malgré sa taille, qui est prospère. On a une intégration culturelle des étrangers qui se fait bien mieux qu'ailleurs. On a un tissu social qui fonctionne bien. On a une économie qui fonctionne bien. Enfin, je trouve que, on peut dire que tout va mal en Suisse, mais honnêtement, on vit quand même dans le plus beau pays du monde aujourd'hui. Et je pense qu'une des raisons, c'est cette démocratie, et je pense qu'il faut qu'on fasse attention à notre système médiatique pour qu'il nourrisse ça, en fait. Et à mon avis, plutôt que de savoir si on veut donner 200 francs à la SSR ou 335, on devrait plutôt se dire, ok, on veut des services publics forts en Suisse, mais on veut que la parole soit donnée à chacun et que la parole de chacun soit respectée et que ce soit pas, que ça se polarise pas quelque part. Et moi, c'est un peu une préoccupation que j'ai. Des fois, je trouve que, il y a des émissions, des choses sur la RTS que je trouve super bien parce que j'ai pas l'impression qu'il y a de parti pris. Et il y en a d'autres où je me dis, là, ça milite un peu. On milite un peu d'un côté ou de l'autre. Et c'est pas forcément des mauvaises causes, mais parfois, c'est quand même du militantisme. Et je pense que c'est pas le rôle d'un média de service public de militer pour une cause. Surtout pas. Et aujourd'hui, c'est quand même problématique. Moi, je vois, on a beaucoup de jeunes qui veulent travailler dans le monde du journalisme. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent devenir journalistes parce qu'ils veulent militer pour une cause qui n'est pas mauvaise en soi. Je dis pas... la cause écologique, c'est une bonne cause. Mais le métier de journaliste, c'est pas pour militer, en fait. Le métier de journaliste, c'est pour que chacun
puisse découvrir ce qui se passe objectivement, puis après se faire son opinion. Puis c'est comme ça qu'on peut garder une société unie, en fait. Et je pense que c'est vraiment le défi d'aujourd'hui. Et moi, personnellement, je trouve que la redevance, on devrait plutôt l'augmenter. Et je trouve que le système, comme les télévisions et les radios régionales, c'est un bon système. On devrait l'étendre, en fait, à la presse régionale en Suisse, mais avec des garanties. On devrait dire, OK, si vous voulez bénéficier aussi la presse régionale qui a des crises complexes aujourd'hui à surmonter, ben pourquoi pas aussi la financer en partie par l'argent de la redevance, mais pour ça, il faudrait augmenter l'argent de la redevance, mais en disant, voilà, ça doit être du service public, ça doit être objectif, ça doit être... le but, en fait, c'est créer le lien social et créer un pays paisible. Et c'est pas autre chose, en fait. Et cette richesse-là, j'ai l'impression qu'on ne s'en rend pas compte en Suisse, qu'on est en train de la perdre petit à petit. On en voit, hein, Tamedia licencie bientôt tous les 3 mois, ils font des plans de licenciement. Il y a de plus en plus de journalistes qui sont licenciés, il y a de plus en plus de médias qui disparaissent en Suisse. Et je pense que c'est pas bien. Je pense que les réseaux sociaux sont pas des médias. Les réseaux sociaux sont des machines à faire de l'argent, basées sur des algorithmes pour que les gens restent le plus possible crochés dessus pour faire de l'argent. Et le reste, ça ne les intéresse pas. Et déjà, il y a de l'argent qui part de la Suisse qui pourrait servir à financer du contenu en Suisse. Et puis en plus, cet argent, il déchire notre société, parce que les algorithmes, ils déchirent notre société aujourd'hui. Et je pense qu'il faut gentiment qu'on se réveille, parce que sinon on va finir comme aux États-Unis. Mais je ne suis pas sûr que la prise de conscience, elle commence à se faire, mais je pense que la volonté politique, elle est encore de loin pas là pour réagir là contre. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas réduire à 200 francs la redevance, il faudrait l'augmenter à 400 et puis financer, par exemple, les journaux régionaux, en plus de ce qui se fait déjà. Honnêtement, je n'avais pas suivi qu'il y avait il y a un référendum. Le 8 mars prochain, on va voter une initiative de la redevance à 200 francs. Ou le 9 mars, je ne sais plus exactement. Ouais, ok, donc tout début mars. Oui, okay. Et puis l'idée c'est de baisser la redevance à 200 francs, ce qui ferait que la SSR aurait un budget qui passerait recevrait, au lieu de recevoir aujourd'hui, ils reçoivent à peu près 1,250 milliards de redevances, puis il passerait à 6 ou 700 millions. Donc c'est des coupes énormes en fait. Alors bien que je pense que des fois elle vit un peu au-dessus de ses moyens, la SSR, je pense quand même que là ce serait... Trop. C'est quand même trop. Ouais. Là, je pense qu'elle n'arriverait pas je ne vois pas comment elle pourrait continuer d'évoluer. Et encore une fois, je pense que le problème, ce n'est pas trop d'argent, c'est quelle est sa mission. Et je pense que ça devrait être le vrai débat. Après, tout le monde dit la redevance, c'est cher. La redevance, avant, elle était à plus de 360, elle était à plus de 400 francs. Après, elle est passée à 365. Maintenant, elle est à 335. Elle va encore baisser jusqu'à 300 francs en 2029. À mon avis, si on compare au renchérissement, c'est plutôt une tendance descendante. Et je pense que c'est pas trop cher. Je pense que oui, on peut dire que c'est trop cher, mais quand on regarde comment les gens dépensent leur argent en Suisse, que ce soit sur des services d'entertainment, si on parle de Netflix ou de Disney+, ou je sais pas quoi, si on regarde les abonnements de téléphonie, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé. Je ne suis pas sûr que ces 335 francs, c'est vraiment ça qui va changer la vie financière des gens en Suisse. Puis on parle bien par ménage. Et je trouve pour le bien de la Suisse, on devrait plutôt augmenter, à mon avis, cette redevance et financer davantage les médias régionaux en Suisse, parce que la qualité de notre démocratie en dépend. Après, c'est vrai, c'est intéressant. Et tu dis que la SSR, potentiellement, elle vit quand même un peu en dessus de ses moyens. Et en fait, parfois, on remarque justement, tu as un peu trop. Bah, voilà, t'es dans le confort, tu te laisses un petit peu aller, tu innoves un peu moins. Tu parlais des US. Hier, on a fait un pitch. Hier, donc on est le 30 janvier, et cet épisode sortira mi-février 2026, juste pour le contexte. Et donc, ça tombe bien que tu parles des votations du 6 ou 9 mars, on ne sait plus trop. Mais ouais, je crois que c'est le 9. Elles seront... l'épisode sortira avant ces votations-là. Hier, on a fait, pour Solar Split, encore une fois, un pitch pour le Swiss Next Boston, qui sont, tu connais, c'est des représentants de Boston et New York aussi, qui
Alors généralement, c'est les entreprises ou les startups qui vont là-bas. Là, ils étaient là. Donc bon, on a pu pitcher devant un parterre de quelques gens, investisseurs des US. Et puis ensuite, pendant le lunch, j'ai pu parler avec une VC. Et on a parlé des US. Et Une venture capitaliste. Donc. Exactement, une venture capitaliste. Et elle, c'est la première fois qu'elle venait en Suisse. Elle aime beaucoup le système suisse. Et puis, elle se disait, mais par contre, le marché, il est minuscule. Tu vois, aux États-Unis, on parle de milliards. Ici, vous parlez de millions. Un investisseur aux États-Unis, il ne va pas investir si le marché total qu'une startup peut attaquer fait pas au moins quelques dizaines de milliards. Et puis en Suisse, ben voilà, c'est plutôt quelques centaines de millions. Ouais. Après en Et Europe, encore. ça peut être... Et encore. Et donc ce qu'elle disait aussi, c'est que par contre, aux États-Unis, il n'y a pas de coussin de sécurité. Qu'on parlait d'entrepreneur, quand tu lances ta boîte là-bas, si jamais tu fais faillite, et après t'es SDF. Avec ta famille, tes 4 enfants, ta femme, voilà. En Suisse, bon, on a quand même un petit coussin. Alors je dis pas, quand tu crées ta boîte pour le chômage, il faut attendre 6 mois, etc. Oui, non, mais on est quand même dans un autre univers. On est Complètement, d'accord. on est très bien lotis. Et ce qui fait que, tu vois, généralement aux US, et ça c'est un échange que j'avais trouvé très intéressant avec Olivier Di Natale, qui est, peut-être tu connais Olivier Di Natale, c'est General Media. Il est basé dans le canton de Vaud. Ils sont derrière le passeport gourmand, passeport loisir, tout ça. Et donc Olivier Di Natale, qui a un nom de famille comme toi, d'origine italienne, et lui disait, lui ses parents sont arrivés, donc lui il est fils d'immigrés, et en fait ses parents, c'est une autre époque aussi, mais ils bossaient tout le temps, lundi à samedi, ils se posaient pas de questions, work-life balance, etc. Ça n'existait pas. Eux, ils voulaient une meilleure vie pour eux et pour leurs enfants. Et Olivier, il est un peu né avec cette mentalité, mais avec la force de la langue en plus. Parce que ses parents, immigrés italiens, ils ont un petit accent, pas forcément toujours à l'aise de parler français, etc. Alors qu'Olivier, il parle comme toi et moi, quoi. Il est né ici, je dis ici, dans le canton de Vaud. Donc, voilà, pas de barrière de langue, mais en plus de ça, tu as la mentalité du travailleur immigré qui est arrivé et qui veut bosser, et qui veut créer sa boîte. Et voilà, General Media, maintenant, c'est 70 personnes. Donc, tu vois, une belle histoire comme la vôtre. Et donc, tout ça pour dire, je reviens, j'ai fait une grande parenthèse, que parfois, quand il y a de la nécessité, il y a plus de niaque, plus d'innovation. Mais bien sûr, quand on a des difficultés, quand on a des contraintes, peut-être qu'on devient... Nous, on dit souvent, avec les moyens qu'on a à Canal, on est toujours obligé d'être ultra innovant. Si on ne trouve pas la bonne idée, on n'arrivera pas à mener un projet. Donc ça, je suis assez d'accord avec ça. Après, là, on est en train de parler de la SSR, qui est un service public. Je pense qu'il y a aussi des choses... On a besoin aussi d'avoir un service public qui peut couvrir des manifestations qui ne sont pas rentables, qui peut... Oui. L'exemple que tu prenais avant, ok, financer un sujet comme ça, est-ce que ça vaut la peine ou pas ? Mais tu vois, d'aller couvrir ce qui se passe au Parlement fédéral, ça ne va jamais rapporter un franc. Peut-être que ça n'intéresse pas tout le monde, mais il faut le faire. Bien sûr. Et puis, il y a pas cette notion de rentabilité quelque part. Et le journalisme ne peut pas être rentable. Alors après, moi, je n'ai pas réfléchi extensivement sur comment il faudrait que la SSR soit gérée, mais peut-être qu'il faudrait aussi qu'il y ait une espèce de mix pour qu'elle ait aussi peut-être plus de comptes à rendre au niveau financier, j'en sais rien. Franchement, ce n'est pas un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Peut-être qu'il y a un peu trop de confort, mais en même temps... Voilà, moi je pense que c'est aussi bien une fois j'avais visité on va souvent au centre des médias à Berne, près du Palais fédéral, et une fois un des techniciens m'avait fait visiter la pièce avec la génératrice pour faire fonctionner le studio du Palais fédéral en cas de problème majeur. Voilà, je pense que la pièce de la génératrice fait à peu près la taille d'un de nos bâtiments de la télévision. J'ose pas imaginer le prix. Mais en même temps, si un jour il y a un problème, on sera bien content. C'est clair.
Voilà, je pense que peut-être qu'aujourd'hui il y a des remises en question, c'est sûr, mais je suis pas sûr que la remise en question elle est juste sur le montant en fait d'argent que la SSR reçoit. Peut-être qu'il faut réfléchir à une autre gouvernance, qu'il faut réfléchir à des autres objectifs. Euh, voilà, que peut-être, je pense que bientôt la SSR doit avoir sa concession renouvelée. Moi, je pense que c'est là qu'il faudrait faire un vrai travail, un vrai débat politique, puis un vrai travail pour se dire qu'est-ce qu'on attend de la SSR. Puis après, en fonction de ce qu'on attend d'elle, peut-être qu'elle a trop de moyens, peut-être qu'elle n'en a pas assez. Mais à mon avis, le vrai débat, il est là. Euh, je pense, en donnant moins, ils feront moins, ils feront pas mieux. Ouais, ok. Parce que c'est l'état d'esprit qui fait qu'on fait mieux. Ouais. C'est pas le montant qu'on reçoit. Ça, Donc peut-être qu'à mon avis, enfin voilà, à mon avis, c'est pas le vrai problème, l'argent. Ok. Et si on revient sur Canal Alpha, Canal B, tu as cité le fait que vous devez être créatif pour lancer des émissions. Et puis, effectivement, j'ai parcouru votre site internet où vous avez beaucoup d'émissions sur diverses thématiques. Aujourd'hui, quelle est l'émission qui cartonne le plus? Ouf, Tu sais pas, on en a pas mal. Là, Ouais. notre boucle, là, qu'on a lancé il y a quelques années, c'est l'émission Qu'emballe notre programme. Ça marche assez bien, on a beaucoup de retours, parce que les gens aiment bien ce côté un peu détaché, sympathique, marrant, mais où parfois on invite quand même des gens qui ont des choses à dire. Et puis ça donne, ce qui a beaucoup amélioré dans la consommation de notre chaîne, où les gens sont plus constants. En fait, avant, ils regardaient beaucoup le journal, puis pas beaucoup les autres choses. Puis là, ils regardent quand même un peu l'entier du programme grâce à cette boucle. Après, il y a un truc qui fait un carton depuis des années, depuis le Covid, c'est notre émission Ça bouge à la maison le matin pour la gym pour les aînés. D'accord. Je crois que chaque jour, on reçoit des mails de gens qui nous disent que c'est génial. Ok. Mais autrement, voilà, depuis toujours, notre émission sportive du canal sportif est très très appréciée. Et puis voilà, cette dernière année, on a lancé une émission sur la santé mentale. On a, ce qui est aussi, on sent qu'il y a un vrai intérêt aujourd'hui sur la santé mentale. C'était peut-être pas beaucoup moins un sujet il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet de société. Voilà, que dire. Après, on a aussi pas mal de saisonnalité dans nos émissions. Bientôt, il y a le Tour du Canton qui va recommencer. Oui. Ça, c'est toujours un moment, un rendez-vous important sur notre chaîne, parce que les gens regardent beaucoup cette émission. Voilà, on a diverses choses. Avec Solar Split, on a aussi fait le BCN Innovation chaque année. Enfin, ça, c'est plus des événements ponctuels, mais je dirais que voilà, ce qu'on a constaté quand même, c'est que les émissions ont du succès aussi quand elles s'inscrivent dans la durée. D'accord. Les émissions qui s'inscrivent dans la durée, en général, les gens après prennent l'habitude de les regarder et puis on a plus de retours sur les émissions qui s'inscrivent dans la durée. Ok. Et comment tu mesures le succès justement d'une émission? C'est quoi? C'est des stats, c'est l'audience? Alors l'audience, on ne l'utilise pas trop. D'accord. Parce qu'en fait, on a un souci avec les chaînes régionales, c'est que le système actuel d'audience n'est pas très précis pour les chaînes régionales. Parce qu'on n'a pas assez de boîtiers, de mesures dans nos régions respectives. Donc c'est beaucoup extrapolé, il y a une assez grosse marge d'erreur. On va plutôt chercher à regarder les tendances avec les résultats d'audience. Par contre, on se base énormément sur le retour des gens, en fait. Alors on a déjà le retour de nos annonceurs, qui est toujours un bon thermomètre. Annonceurs. C'est-à-dire les gens qui mettent de la pub sur Canal. Okay, donc il y a pas mal de gens qui sont contents du retour qu'ils ont. Ils voient la différence en fait quand leur pub passe ou elle passe pas. D'accord. Mais je dirais que par rapport aux émissions elles-mêmes, on se base quand même beaucoup sur le retour des gens. Alors on a aussi un panel, des fois on interroge des gens à certains moments de l'année. Alors c'est des gens... c'est un groupe de gens et puis ils doivent répondre à des questions qui sont plus qualitatives ou plus d'impressions, de retours qu'ils donnent sur les émissions. Et puis après, on a le retour des gens qui participent aux émissions aussi, qui sont pour nous un bon thermomètre. Voilà, ça, je dirais que c'est les
les grands éléments. C'est difficile d'avoir des retours. Les gens réagissent assez peu souvent quand ils apprécient un programme. C'est vrai. Et puis, par exemple, si d'un coup il y a un animateur ou une animatrice qui anime plus d'émissions, ou hop, tout d'un coup, on a des gens qui disent mais pourquoi cette personne n'est plus à l'antenne. C'est souvent un déclencheur négatif, Ouais, mais en fait, ça nous apprend aussi que ça veut dire que la personne était appréciée, parce que bien sûr. voilà. Donc, on a quand même pas mal de retours des auditeurs en direct, des téléspectateurs. Ok. Et tout ce qui est replay, typiquement votre site internet, Aujourd'hui, ça représente moins de 10% de notre moins de audience. 10%. Ouais. Ok. Et puis, alors après, ça c'est une estimation, hein, parce que c'est très difficile Enfin, nous, on sait exactement combien de vidéos sont vues par nos plateformes qu'on gère directement. Mais après, il y a plein d'opérateurs qui font du replay qui n'est pas contrôlé. Par exemple, Zatou, on ne sait pas tellement combien d'émissions sont regardées sur Zatou en replay. Ok. Ce qu'on sait, c'est que de manière générale, le replay sur les grands opérateurs qui sont Swisscom, Sunrise, ça représente environ 30% du visionnage. Et puis ça fait quand même pas mal d'années qu'on a un peu plafonné à ces 30%. Il y a 10 ans, tout le monde disait, dans 3 ans, la télévision linéaire, c'est fini. Ouais. Mais étonnamment, pas du tout, en D'accord, fait. ouais, Il y a ok. beaucoup de gens qui aiment bien regarder la télé, ce qu'on leur envoie, quoi. Ouais, c'est un peu une sorte de rendez-vous, quoi. Ouais, puis aujourd'hui, on doit toujours faire une recherche, choisir ce qu'on veut regarder, mais des fois, on a aussi envie juste d'allumer la télé ou la radio et puis de regarder ce qui passe. Il ne faut pas sous-estimer ça, en fait. On parle beaucoup de la progression du digital, des autres plateformes, etc. Mais la télé en Suisse reste quand même le média roi. C'est le média qui touche le plus de gens en Suisse, largement. Et puis, on parle souvent de Netflix, mais on est dans des domaines différents. Netflix, c'est pas de l'information. On va pas chercher de l'information sur Netflix. Et puis, quand on parle des plateformes comme YouTube, elle est encore aujourd'hui loin derrière la télévision en Suisse. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que sur YouTube, c'est des dizaines de milliers de vidéos différentes qui sont vues en télévision. On parle par région linguistique, on parle d'une vingtaine de programmes. Donc, si on veut toucher la masse, la télévision reste le média roi en Suisse. Et puis, je pense au niveau régional, c'est aussi le cas, en fait. Mais c'est pas pour rien que toute la vie associative, culturelle, sportive, économique, politique dans chacune de nos régions, par exemple en Suisse romande, est quand même s'appuie beaucoup sur les médias régionaux. Et puis, il y a une entente entre les différentes chaînes. Je vais parler de la Suisse romande. Voilà, ces 13 concessions. Oui, alors au niveau suisse, on a une association qui s'appelle Télé Suisse, qui est la fêtière des télévisions, dont je suis vice-président. Vice-président. Et puis au niveau roman, on a aussi une association qui regroupe les télévisions régionales romandes. Alors voilà, on a différents projets. On a un pool publicitaire commun au niveau roman, pas au niveau suisse. Et puis, on échange énormément parce qu'on n'est pas du tout en concurrence, en fait. On a beaucoup de projets transversaux, des émissions parfois qui sont produites pour l'ensemble de la Suisse romande ou pour 2 chaînes. Et puis, on a des intérêts communs aussi. On a des problèmes communs. Donc, souvent, on se met ensemble pour parfois, des fois, sensibiliser le monde politique à certaines problématiques qu'on a. Des fois on fait des projets ensemble, donc on a une assez bonne entente, je dois dire, tant au niveau roman qu'au niveau suisse, même si les 13 télévisions régionales concessionnées en Suisse ont des horizons assez différents parce qu'elles sont des structures assez différentes. En Suisse romande, on a presque que des indépendants. On a l'Aimant Bleu à Genève, la télé sur Vaud et Fribourg, Canal 9 en Valais. Et nous, ici, on est des acteurs un peu indépendants, quelque part. Alors, la télé a des relations privilégiées avec Radio Fribourg, mais ça reste quand même une entité indépendante. En Suisse alémanique, ce n'est pas du tout le cas. La plupart des télévisions appartiennent à CH Média, qui est un groupe de presse. C'est le 3e groupe de presse en Suisse, qui possède aussi énormément de radios. Donc c'est une dynamique qui est assez différente en fait, parce que pour eux, leur télévision régionale, elle vient s'inscrire dans une perspective de groupe avec de la transversalité, avec leurs différents médias, etc., tant pour l'offre publicitaire
que pour leur contenu. Par exemple, en Suisse alémanique, il y a des émissions, des magazines qui sont produits pour pas mal de télé régionales, qui sont les mêmes en fait. Puis après, l'information est différente, mais ça, on n'a pas tellement en Suisse romande. Puis après, on a aussi dans les Grisons un mini-groupe médiatique, on a au Tessin aussi un mini-groupe médiatique. Donc, on a des structures, je dirais, qui sont assez différentes, mais étonnamment, on a des points communs et voilà, on arrive pas mal à travailler ensemble. C'est intéressant. Cette dynamique est assez intéressante. Surtout, je trouve ces dernières années, on devient aussi un peu plus unis et puis on arrive un peu plus à construire ensemble, en fait. Je trouve que c'est bien pour la branche. C'est vrai que c'est intéressant le fait que vous êtes dans le même secteur, vous avez les mêmes problèmes, mais vous n'êtes pas concurrents. Ouais. C'est assez positif, en fait. Ouais, mais c'est assez original. Complètement. Généralement, on est dans le même secteur, on a les mêmes problèmes, c'est qu'on est concurrents. Exactement. Ok. Mais après, nous, c'est ça. C'est pour ça que je disais avant que c'est assez particulier, une télévision. Parce que nous, par exemple, des fois, on va donner la parole à des gens qui ne sont pas nos clients. Puis des fois, peut-être nos clients ils vont se dire « Mais pourquoi ils donnent la parole à quelqu'un ?» Puis il y a plein d'espèces d'enchevêtrements comme ça. Mais c'est notre rôle. Parce qu'on doit parler tout le monde, on doit donner la parole à tout le monde. Parfois, je ne sais pas, si une boîte de prod concurrente à Mystique va présenter un projet de documentaire, on va faire un sujet là-dessus. Mais pourtant, c'est un concurrent. Enfin, c'est pour ça que c'est assez particulier, en fait. Donc, je dirais qu'on est un peu, bon gré mal gré, on est un peu sorti de cette idéologie de concurrence quelque part. C'est aussi des fois comme quand on travaille dans le développement software. Il y a un moment où on se dit « Ok, on va faire de l'open source. Peut-être qu'on se fera piquer des trucs, mais c'est un autre mindset en fait. » Puis je pense qu'avec le temps, on a aussi compris que de toute façon, du boulot, il y en a. On peut être créatif, on peut faire beaucoup de choses. Donc soyons ouverts aux autres plutôt que d'être dans cette espèce de posture de faire attention aux concurrents. Ouais. Voilà. Puis je pense que les télés, en tant que telles, elles ont l'habitude de travailler aussi parce qu'elles le savent bien finalement. Et tu sens un changement au niveau des attentes du public ? Je dirais que, comme je disais avant, j'ai l'impression que plus les années passent, plus les gens s'intéressent et ont besoin de quelque chose de régional. J'ai l'impression que les gens disent davantage que ça leur fait du bien d'entendre des choses constructives plutôt que toujours de dénoncer ce qui ne va pas, même si on doit le faire. Mais c'est ce que je disais au tout début. Les gens ont un peu besoin de positivité et d'espoir, quoi, parce que sinon on t'a abandonné. Et puis on a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, c'est cool que vous ayez parlé de ça, de voir ce qui se fait de bien dans le canton. » Et je pense que peut-être plus qu'avant, en fait. J'ai l'impression que les gens ont soif de ça, en fait. Ils ont envie qu'on dise ce qui se passe de bien ici, parce qu'ils ont besoin de cette espèce d'énergie positive aussi. Je pense que c'était moins le cas avant. Par exemple, avant le Covid. C'est vrai que moi, ça, c'est on va dire un point assez négatif que j'ai vis-à-vis des médias, mais je pense surtout dans les pays comme par exemple la Colombie. Tu vois, en Colombie, quand tu vas regarder les nouvelles, c'est du négatif sur un accident, un vol, un ci, un ça. Et puis, en fait, tu es dans une négativité permanente, alors que moi, j'y ai vécu 2 ans. Bon, tu vois pas. Alors, évidemment, tu fais aussi attention où tu vas, etc. Mais je veux dire, c'est comme si ici on montrait que le négatif. En fait, t'es dans cette ambiance négative et tu dis, ah, en fait, Neuchâtel, c'est dangereux. Ouais. Alors que tu as montré que les 3 trucs qui ne se sont pas bien passés dans la semaine. Mais tu montres ça et tu martèles ça. Et ça, au 19h30 et au 21h et au petit-déj, en fait, et tu vois, et ça, je trouve intéressant que justement il y ait plus, comme tu dis, cette vision positive. Ouais. Ça, je trouve aussi que c'est clairement... Mais c'est aussi parce que ce qui marche,
c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la putaclic. Ouais, complètement. Ouais. Ben, si tu regardes le 20 minutes, oui, c'est de la putaclic. Parce que c'est ce qui marche. Complètement. C'est pour ça que je trouve que la redevance, c'est un bon système. Ouais, okay. Parce qu'on a moins besoin d'être la putaclic. Ouais. on se dit juste qu'est-ce qui a du sens. Aujourd'hui, dans notre journal d'information, on parle de quoi et pourquoi. Ouais. Et pas juste qu'est-ce qui va faire le plus de clics ou d'audience. Et c'est pour ça que c'est une richesse immense, en fait, ce système de la redevance. Et je pense qu'on devrait plutôt l'élargir que de le restreindre, parce qu'on aurait, à mon avis, davantage de contenu constructif, même si il faut aussi parler de ce qui ne va pas. Bien sûr. Mais c'est vrai que de le marteler, moi, voilà, quand je vois ce drame de Crans-Montana, je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, tout ce qu'on lit tout le temps, tous les jours dans les médias. Je ne sais pas si ça va vraiment aider les familles à se remettre de ce drame. Je ne sais pas si ça... Enfin voilà, ça devient... on exploite ce drame pour voilà, quelque part, on profite de cette souffrance pour soi-disant être scandalisé, vouloir faire justice, mais en réalité, la seule chose qu'importe la plupart de ces médias, c'est juste de faire du clic. Et je trouve voilà, je suis pas sûr que ça aide, en fait. Je suis pas sûr que ça aide à personne. Ouais, je suis d'accord. Et puis, est-ce que tu n'as pas une petite info là, putaclic, pour le podcast? J'en ai, mais je peux pas les dire. Bon, bah, ce sera la prochaine fois. Et Marcello, comment tu vois le futur de la télévision avec toutes ces... tu as cité Netflix, il y en a d'autres, il y en a pléthore. Alors bon, tu dis on a parlé de ce retour en arrière avec ce besoin d'ancrage et de voir, de constater ce qui se passe de manière locale et près de chez nous finalement. On a parlé des redevances aussi, mais disons, faisons fi de cette partie-là. Ben, moi, je suis assez positif, en fait. Je pense pas que la télé, c'est un média qui va disparaître dans les 10-15 prochaines années. Au contraire, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. Je pense que la manière de consommer va encore changer. Je pense que la génération des jusqu'à 25 ans, 25-30 ans aujourd'hui, ça va induire des changements. Mais c'est, à mon avis, plus des changements formels ou culturels. Aujourd'hui, je pense que les jeunes, ils ont toujours besoin d'avoir un justifiant ou un identifiant quand ils consomment du média, ce qu'on pourrait appeler un influenceur. Peut-être que nos contenus changeront à l'avenir dans cette direction. Peut-être qu'on devra trouver d'autres moyens d'atteindre ce public que par un écran dans un salon. Ce qu'on fait déjà avec nos plateformes, mais peut-être qu'il y a des chemins qu'on devra développer. Mais à mon avis, les gens auront toujours envie de consommer, et davantage envie de consommer de la vidéo. Donc je pense que la télévision a de l'avenir, parce qu'on fait de la vidéo, on sait raconter des histoires en vidéo. Et pour moi, c'est quand même un métier. On dit souvent un journaliste, il peut bosser dans une radio, dans une télé, dans un journal. Il y a la convergence. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'on ne raconte pas les histoires la même chose avec de l'image et du son qu'on raconte dans l'audio seulement, qu'on raconte en écrivant un papier. Je pense que c'est des médiums différents, et je pense que si on veut le faire bien, ça demande des années d'expérience. Et je pense que l'audiovisuel a beaucoup d'avenir. Je ne sais pas comment ça se passera. Je pense qu'il y aura plus d'attentes qu'aujourd'hui pour du contenu médiatique régional audiovisuel. Ça, j'en suis plus que convaincu. C'est pour ça qu'on investit tellement dans ces projets. Par contre, ma question, c'est comment on les financera. Et là, je pense qu'il faudra trouver des chemins, en fait, parce qu'il n'y a pas de miracle. Pour faire du bon contenu, il faut le financer. Et puis, les modèles, les paradigmes économiques qui sont développés ces dernières années avec les GAFAM, ça ne permettra jamais de financer assez une vraie création de contenu. Aujourd'hui, on le voit bien, si tu veux faire des vidéos sur YouTube puis en vivre,
tu vas te retrouver à faire de la putaclic. Puis il y a certains segments qui vont marcher, mais tu peux pas faire de l'information régionale pour une zone comme la nôtre de 320 000 habitants. Il y aura jamais le marché pour faire assez de trafic pour payer ne serait-ce que peut-être 2 personnes à plein temps, mais il en faut 30 ou 40 pour faire du bon boulot. Donc là, il faudra trouver des chemins, je pense. Là, je pense que le politique doit se réveiller aujourd'hui pour trouver des chemins. Mais à mon avis, le besoin, il sera encore plus fort demain qu'aujourd'hui. En 2020, en pleine pandémie Covid, ma femme et moi avons été rapatriés de Colombie. Heureusement, on était assurés chez la mobilière. Tout a été couvert. C'est pour ça que je leur fais confiance encore aujourd'hui. Tu veux une assurance suisse, fiable et proche de ses clients? Contacte la mobilière, mentionne le podcast et tu recevras un petit cadeau à Neuchâtel. Et donc tu dis que peut-être ça peut financer 2 personnes alors qu'ils en font 30, 40. Qu'en est-il de l'IA aujourd'hui? Vous avez toujours été assez en avance techniquement avec, Ouais. je crois que vous avez eu un des premiers écrans LED ou bien le Full HD où vous étiez assez précurseur aussi. Ouais, en là-dedans. 2008, on a été Voilà. la première chaîne suisse qui faisait l'intégralité de sa prod en Full HD, sauf qu'on n'était pas diffusé parce que la SSR à l'époque n'était pas diffusée, donc un opérateur voulait nous diffuser en HD. Ok. mais bon, enfin donc voilà, vous avez toujours été en avance. Et l'IA aujourd'hui, est-ce que vous l'utilisez? Comment est-ce que vous l'utilisez dans la prod, dans la post-prod, le montage, l'archivage Alors nous, on utilise beaucoup l'IA. Alors dans notre boîte de prod, on l'utilise évidemment beaucoup, depuis très longtemps en fait. C'est complètement intégré dans nos flux. Pour la télévision, on l'utilise pas mal, mais on l'utilise pour faire du job rébarbatif ou du job qu'on ne faisait pas avant, par exemple d'indexation, par exemple de la détection de texte dans des vidéos pour divers usages. L'aide à la rédaction, la correction, enfin on l'utilise énormément dans tous nos workflows. Maintenant, aujourd'hui, l'IA, à mon avis, elle n'est pas créative. Elle reproduit. Et je pense que nous, notre boulot, c'est un boulot hautement créatif, en fait. Donc, je pense, même si demain ou aujourd'hui, parce que, par exemple, Tamedia, c'est la voix qu'ils prennent, beaucoup de leur contenu est fait et sera fait par de l'IA, je ne pense pas que nous, c'est ce qu'on a envie de faire. On va certainement utiliser l'IA partout où ça nous donne des gains d'efficacité ou des facilités, mais je ne pense pas qu'on va l'utiliser pour créer ce qu'on veut dire aux gens ou ce qu'on veut transmettre aux gens, parce qu'on veut garder ce côté authentique, ce côté... c'est quelqu'un qui te parle, quoi. Même s'il te parle moins bien, ou même si on aurait pu faire dire exactement la même chose à une IA, ben c'est quelqu'un qui te parle. Si un journaliste te parle d'un truc qu'il a vu, ben c'est lui qui l'a vu, puis c'est lui qui te le raconte. Puis ça fait son authenticité, sa légitimité. Alors voilà, nous, c'est notre point de vue, en fait. On n'est pas du tout contre, mais après, on n'est pas non plus... aujourd'hui, des fois, j'ai l'impression que les gens, ils sont un peu aveuglés avec cette IA. Ils croient que tout est parfait dans le meilleur des mondes, ça va remplacer tout le monde, c'est génial, mais on le voit, ça a à peine émergé qu'il y a déjà des gens qui disent qu'ils en sont fatigués. Moi, je connais de plus en plus de gens. L'autre jour, quelqu'un m'a dit, mais tu vois, cette IA, moi, ça me fatigue plus que ça m'enthousiasme. Puis, j'ai l'impression que beaucoup de gens autour de moi pensent ça. Moi-même, je pense ça. Je me suis dit, tiens, je pense ça, en fait, quand il l'a dit. Moi, je pense qu'il y a plein de choses positives, mais ça reste un outil. Ça, c'est sûr. Il faut le considérer comme un outil. La valeur ajoutée, elle reste, je pense, l'intelligence humaine est encore largement au-dessus de ce que l'IA peut produire. Honnêtement, les gens un peu malins voient vite ce qui vient d'une IA ou ce qui a été réfléchi par quelqu'un. Moi, en tout cas, je trouve que ça se voit beaucoup. Puis si je dois encore perdre du temps pour trouver ce qui a été à moitié fait par une IA, donc qui n'est peut-être pas tout à fait cohérent, donc qui n'a pas été mise en perspective avec une expérience derrière, qui n'est peut-être pas adapté au contexte exactement, parce que je ne suis pas sûr que ça fait que du gain de temps aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des études qui montrent qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont perdu en productivité à cause de l'IA, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui s'induisent et puis qu'il faut corriger. Un de mes fils bosse dans la programmation, enfin il bosse dans l'informatique, et puis il me dit, des fois,
on fait des trucs avec l'IA, puis tout d'un coup, un projet d'une année se casse la gueule parce qu'il n'y a plus rien qui va, parce qu'il y avait des mauvaises bases ou des choses qui n'étaient pas qualitatives à certains endroits où il aurait fallu être qualitatif. Et puis je suis pas sûr que c'est que pour le bien, parce que les gens qui ont l'habitude de s'appuyer là-dessus, peut-être qu'ils développent plus les skills pour se poser les bonnes questions. Il y a aussi des pièges. Après, je dis pas qu'il faut tout jeter, nous on l'utilise tous les jours, tout le temps. Hein. Mais je pense qu'il faut être un peu prudent, il faut rester tête froide un peu, même si c'est super enthousiasmant, il y a plein de trucs. En plus, nous, dans l'image, c'est quand même un domaine, je pense que c'est peut-être le domaine le plus où il y a les choses les plus hallucinantes. Oui, il y a les LLM, mais la création d'images, de vidéos, il y a quand même des trucs hallucinants. Mais voilà, je pense qu'il faut garder la tête froide, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, est-ce que c'est juste, ça m'excite ce truc, ou c'est le résultat que je veux. Faut avoir un certain recul, à mon avis, et puis voilà. Je pense que c'est une évolution technologique comme il y en a eu tant d'autres, puis elle a des aspects super positifs, puis des aspects super négatifs, puis il faut savoir un petit peu les appréhender. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'ignorance, puis on est tous surexcités, puis on se dit oui, ça va tout faire, ça fait déjà tout. Mais en réalité, dès qu'on fait des trucs un petit peu corsés, je sais pas, je pense pas que je suis le seul qui a essayé je sais pas, il y a quelques temps, j'ai essayé de formuler un truc, j'ai passé 2 heures à essayer de formuler un truc, j'ai beaucoup utilisé l'IA, puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, j'aurais fait ça en 1 heure, sans IA. Ok. Et puis, ça aurait été exactement ce que je voulais, et puis là, je suis encore pas tout à fait content. Voilà. Alors, je pense qu'il faut qu'on apprenne à avoir cette maturité aussi avec cet outil. Complètement. Et puis je pense que ça prendra du temps. Et puis il ne faut pas oublier que derrière, il y a une machine commerciale phénoménale, une machine qui investit des montants qui n'ont aucun sens. Et puis, et puis pour rentabiliser ça, même si on fait tous les business plans du monde, je sais pas, il faut qu'ils nous prennent à chacun 100 balles par mois, à tout le monde, pour que ça commence à peine à payer les investissements qu'ils ont fait dans 5 ans. Donc je pense qu'ils vont beaucoup pousser pour qu'on trouve tous que c'est génial et puis qu'il n'y a aucun défaut, mais il faut rester un peu critique aussi, quoi. Ce qui est sûr, c'est que c'est comme tu dis, c'est un outil. Maintenant, typiquement dans la vidéo, pour le podcast, tout ce qui est changement de caméra, bien sûr. Ça c'est grâce à l'IA où on a gagné en productivité. Et ça c'est un truc, comme tu dis, c'est répétitif, il n'y a rien de positif à le faire. Et puis là, mais pour ce genre de truc-là, nous on est ultra-preneurs. On bosse avec une boîte de la région ici qui développe un outil pour les créateurs de contenu qui travaillent en équipe, qui font une certaine masse de création. Bien sûr qu'il y a de l'IA partout, et plus il y en a, plus on est content, parce que ça nous rend service, ça nous facilite le travail. C'est qui la boîte ? Enigmatic, à Marin. Ouais, ça me parle, Enigmatic. Ils font un soft qui s'appelle Mosaïque, en fait, et puis voilà, c'est une espèce d'outil qui permet de gérer toute sa production audiovisuelle, de la catégoriser, de la publier sur des plateformes, d'organiser le travail en équipe, les reviews, etc. D'accord. Là-dedans, il y a plein d'IA, on est toujours hyper positif avec ça, mais encore une fois, je pense qu'il faut... mais c'est comme pour tout, en fait, tous les outils, il faut les jauger, les évaluer, voir s'ils nous apportent vraiment quelque chose ou pas. Mais à part ça, c'est sûr que c'est super excitant, puis il y a plein de choses... il y a des choses qui valent pas la peine de passer, je sais pas, s'il faut mixer un sujet d'actualité, si je peux gagner une demi-heure en le faisant mixer automatiquement, puis que le résultat est le même, autant le faire mixer automatiquement par une IA, c'est très bien. Ouais, c'est clair. Donc là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Ouais. Mais c'est en tout cas, moi ce que je vois, moi je suis pas dev, mais chez SolarSplit on a 3 devs, dont notre cofondateur CEO Wilfried, qui lui est le lead développeur. Et là où je te rejoins, c'est que c'est vrai que si t'as pas les bases, par exemple moi qui ne sais pas coder, mais là je prends une IA type Cursor AI ou autre plateforme pour m'aider à coder, moi je vais pas déchiffrer les fautes, j'ai aucune base, donc concrètement je vais faire n'importe quoi. Ou peut-être je vais créer un truc petit à petit, et en fait à un moment donné je vais me rendre compte qu'il y a une faute et je ne saurais pas où est cette faute, et puis il faut revenir tellement en arrière que tu as perdu tout ton temps, bref. Par contre là, ce que j'ai entendu récemment, c'est qu'il y a ces outils
qui se développent énormément et qui là sont vraiment à une maturité qui est incroyable. Et ce qui fait que typiquement chez SolarSplit, on est que 3 devs grâce à l'IA. Sans ça, on serait au moins 10. Après, on a créé notre propre IA pour détecter les éléments qui sortent du toit. Donc détection de surface automatique, et ça c'est grâce à justement l'IA, à une segmentation précise. Et c'est vrai que par contre ce genre d'éléments, moi je trouve que c'est incroyable quoi. Bah, bien sûr. Mais par contre je suis d'accord avec toi, par exemple on va vouloir automatiser des éléments, mais ça va nous prendre beaucoup plus de temps de le faire par le biais de l'IA, parce qu'on a l'impression que ça va nous aider, puis en fait ça nous ralentit un petit peu. Oui, mais il y a plein de domaines où on gagne énormément de temps, on gagne en efficacité, même en qualité. Je ne dis pas le contraire, mais il faut aussi dire le reste, quoi. Mais après, bon, voilà, je pense que c'est un peu enfoncer des portes ouvertes. Mais par contre, je pense que c'est important quand même, c'est dans ce qu'on veut dire aux gens, dans les histoires qu'on leur transmet, tout ça. Je pense que le côté humain, le côté, par exemple, dans l'information, le journaliste est témoin de ce qui se passe, ou bien il va appréhender une situation, quelque chose qui se passe, puis il va leur transmettre. Ben, je pense que c'est quand même positif que ce soit quelqu'un qui soit derrière, parce que c'est personnalisé quelque part. Et je pense qu'il y a une vraie attente du public là-dessus. Voilà, on pourrait se dire, ben ok, on peut faire la moitié de notre contenu, tu vas chercher des infos, tu fais des dépêches, tu les illustres en vidéo, et puis ça fait du contenu, mais je suis pas sûr. En fait, je pense pas que c'est le meilleur moyen pour augmenter son audience aujourd'hui, parce qu'il y a que ça sur le web. Complètement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, faire des trucs qui ont une authenticité, une légitimité, c'est peut-être comme ça qu'on peut se distinguer quelque part. Puis je pense que c'est ce que les gens attendent. Voilà. Moi, je n'ai pas envie d'écouter de la musique faite par IA sur Spotify, parce que si j'ai besoin d'avoir du bruit dans mes oreilles, peut-être que je pourrais faire ça, mais j'aime pas avoir du bruit dans mes oreilles. Moi, j'ai envie d'écouter un truc qui a du sens pour moi. Mais peut-être que c'est un problème de notre société aujourd'hui, c'est qu'on est tellement biberonné, on est tellement habitué à consommer, à être soumis à un bruit numérique phénoménal, que ça devient presque un espèce de besoin, comme une drogue. Puis on est prêt à bouffer n'importe quoi, mais je suis pas sûr que ça nous rendra meilleur. Et Marcelo, si on revient juste un peu sur ton parcours, tous ces projets, est-ce que tu peux nous parler de ta plus grande leçon, ou en tout cas une leçon que tu retires? Tu as dit que typiquement Canal Alpha, ça n'a pas toujours été tout rose. Vous avez perdu un petit moment une concession. Une partie de région. Voilà. Ouais, après ça, c'était pas le plus dur dans ma vie, mais je sais pas, on a vécu des moments assez difficiles. Je pense que peut-être une des choses qui est pour moi le plus marquant, c'est le fait qu'on est deux avec mon associé, et puis on a réussi à trouver un moyen de fonctionner ensemble où, en fait, c'est une richesse d'être deux. C'est pas facile toujours. Aujourd'hui, c'est pas difficile, parce que c'est un moment qu'on se pratique, mais ça veut dire que des fois, on fait pas exactement comme on veut. Mais des fois, vaut mieux que ce soit pas comme on veut, puis d'arriver, de faire un beaucoup plus long chemin, puis d'être plusieurs. Je pense que c'est une immense force. Ce que je retiens de tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être le côté relation humaine, en fait. C'est peut-être ça le plus important. Et puis, voilà, on a toujours fonctionné ensemble avec mon associé, avec Joël. On a une grande chance, je pense, d'avoir pu faire ça ensemble. Je suis pas sûr que tout seul j'aurais eu les épaules assez larges. Je suis même sûr que j'aurais pas eu les épaules assez larges. Et je suis assez heureux en fait d'avoir pu jusqu'à aujourd'hui vivre ça. Et je suis assez admiratif des gens qui sont seuls, en fait. Je sais pas comment ils font. Mais moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand on peut travailler avec des gens, qu'on peut construire avec des gens. Peut-être qu'à la fin, c'est le seul truc qui restera. Une société, une entreprise, ça va, ça vient. De toute façon, quand on mourra, soit elle disparaîtra, soit elle se transformera tellement qu'elle ressemblera pas du tout à ce qu'on a voulu faire, peut-être. Mais par contre, ce qui reste entre les gens, ça reste, quoi. Les expériences vécues. Nous, on est assez fiers parce qu'on a pas mal de collaborateurs chez nous qui sont là depuis longtemps.
Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, il y en a pas mal où on a une vraie relation amicale, quoi. On a une vraie relation où on est content de travailler ensemble, de faire quelque chose ensemble. Puis pour moi, ça a beaucoup de valeur, en fait. Bien plus que voilà, des résultats en argent ou en succès. Je dirais que c'est peut-être ça qui est... Donc l'humain, ça c'est ta leçon. Ouais, ouais. À la fin, c'est ce qui compte, en fait. C'est ça. Ok. Et on va gentiment terminer l'épisode. Est-ce que tu as des recommandations de livres, de podcasts? Déjà, est-ce que toi tu lis? Est-ce que t'es plutôt... Alors, je lis pas énormément. En fait, je consomme pas beaucoup moi, je suis plutôt du genre, en fait, à essayer de me libérer l'esprit quand j'ai du temps pour aller réfléchir. Et par quel biais? J'aime bien marcher, prendre du temps pour penser. J'aime bien me barrer dans des grands endroits où il n'y a pas trop de monde. Perdu. Ouais. J'étais en Islande tout l'été, par exemple. Ah ouais. Seul ou en famille? Avec ma femme. Ok. Mais, tout l'été? Ouais, presque. Enfin, 4 semaines? 4 semaines, quoi. Ouais. Ok. Ah, voilà, j'ai pas trop de recommandations à faire. Peut-être si j'ai pas trop de sources à donner, mais un truc, une recommandation que je ferais, c'est ce que j'ai dit au tout début, c'est peut-être se poser la question, c'est quoi vraiment ma voie? C'est pourquoi je suis fait? Ça c'est difficile à répondre. Ouais, il y a des moyens de chercher un petit peu des exercices. T'en as comme ça, tu penses à quelque chose? Ouais, par exemple, il y a un truc, quels sont les 2 mots qui me caractérisent? Ah ouais. Il y a tout un chemin pour arriver à ça. Voilà, c'est pas mal peut-être se faire aider par quelqu'un. Et puis, c'est quoi mes deux mots, en fait? Et puis, c'est tout con, mais je pense que des fois, on se pose des questions un peu tard dans la vie. Puis peut-être qu'on devrait se les poser un peu tôt. Et puis peut-être aussi oser se les reposer de temps en temps. Et peut-être à dessein, je dis, voilà, peut-être qu'il ne faut pas trop chercher. Des sources, on en a tellement aujourd'hui, il y a tellement d'infos, tellement de trucs et tout ça. Des fois, j'ai envie de dire, il faut plutôt chercher sa voie. Puis peut-être que sa voie, il faut la chercher sans être trop influencé. Et puis se demander vraiment qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'apprécie faire, qu'est-ce qui résonne en moi, qu'est-ce que les autres apprécient que je fasse. C'est quoi ma place un petit peu. Plutôt que d'être toujours dans la comparaison, dans la compétition, de se dire voilà, moi je suis plutôt comme ci, comme ça. Il y a des gens, c'est pas des meneurs de projet, mais c'est pas grave. Ils ont des autres valeurs. Et je trouve que aujourd'hui, c'est un message important dans ce monde où on est tous en compète, tous en comparatif, tous on doit exister, quoi. On doit avoir X personnes sur LinkedIn, machin, tout ça. Puis, je suis pas sûr que ça construit, en fait. Ouais, complètement. Et donc, chacun de tes enfants ont ces 2 mots? Je pense pas, non. Je n'aurais jamais parlé de ça. Ah, ok, mais... d'accord. Bon, tu penses qu'ils écouteront cet épisode? Je sais pas. Mon fils, il me recommande souvent des podcasts à écouter. D'accord. De temps en temps, j'en écoute. Souvent, c'est intéressant. Plutôt anglophone, francophone? Les deux, mais ouais. Okay. Mais voilà, je suis pas. Encore une fois, je suis pas à l'affût de. D'informations. Non, peut-être je devrais, mais j'en ressens pas trop le besoin maintenant. Ok. Et juste avant de te poser la prochaine question, donc tu dis se faire accompagner pour chercher, trouver ces 2 mots, c'est un accompagnement par qui? Je sais pas, aujourd'hui il y a plein de gens qui font du coaching. Ok. Je vais pas donner des noms ici, mais... Toi, t'avais fait ça? T'as fait ça? Ouais, moi j'ai fait ça. Cet exercice? Ouais. Ok. Puis ça m'a beaucoup apporté. Mais tu fais quoi? Là, la personne qui se dit, oh purée, mais ça me parle, mais tout seul, je sais pas comment faire. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est juste un chemin. Voilà, comment tu y arrives? Alors, là, le chemin qu'on avait suivi, c'est réfléchir à 3 moments, 3 histoires que tu as vécues dans ta vie qui t'ont profondément marqué, où tu as été profondément dans le bonheur. Et puis après, tire-en 5 verbes et 5 noms. Et puis après, si tu devais en retenir
qu'un verbe et qu'un nom, et puis pourquoi, et puis qu'est-ce que tu mets derrière. Ben ça peut être un chemin, par exemple. Mais il faut prendre 2-3 heures pour le faire, il ne faut pas le faire... là, je l'ai fait à la va-vite. Le chemin, il est un petit peu plus élaboré que ça, mais par exemple. Mais après, c'est une connerie, ce truc. Hein. Peut-être qu'il y a... Ikigai, tu connais Ikigai? Ça te dit quelque chose? Non, mais ça me fait penser un petit peu à pense que ça. tu cherches sur Internet, tu trouveras plein de méthodes ou de gens qui peuvent t'aider à faire ce genre de truc. C'est pas ce truc-là en particulier, mais c'est plus de dire... Le concept. Essaye de trouver un truc qui te permette de te définir, te connaître, même si ça a appelé à évoluer, mais... T'es qui vraiment en fait? T'es fait pourquoi? Ce que je disais au début, t'es fait pourquoi? Je trouve c'est cool de répondre à cette question. Ouais, complètement, ouais. Et puis sans jugement de valeur. Parce que moi je trouve que les plus belles personnes, c'est pas, ça se mesure pas à leur succès ou à ce qu'ils font, ou à ce qu'ils, c'est plutôt à quel point ils incarnent qui ils sont, puis comment ils sont heureux d'être qui ils sont. C'est bien plus beau que enfin voilà. Là, ça me fait penser à ma fille là, qui a 6 mois, qui est heureuse de la vie. Elle n'a aucun biais, elle veut juste manger, de l'amour, c'est dormir, et puis c'est ses seules préoccupations. Ok, alors t'es pas, en tout cas, tu n'es pas à l'affût d'informations, de sources, etc. Par contre, est-ce que tu as une façon d'apprendre? Est-ce que tu te dis... Bon, je lis quand même pas mal de trucs, hein, mais... C'est plutôt des articles, des trucs comme ça? Moi, j'aime... des articles, j'aime bien tout ce qui est technique, je me nourris. J'aime bien lire beaucoup de choses techniques aussi. Ok. Je surfe sur Internet, j'ai beaucoup de sources. J'ai des millions de trucs que je regarde tout le temps, mais voilà, je n'ai pas une source en particulier que je pourrais conseiller. Ok. Après, ça dépend. J'ai aussi un peu des périodes. Des fois, j'aime bien regarder des débats télévisés le soir tard à la télé parce que à un certain niveau. D'autres fois, j'aime bien. Enfin voilà, c'est un peu. Mais c'est pas tellement une habitude de vie. C'est un peu. Je prends ce qui vient et puis je me pose pas trop de questions, je dois dire. Ok. Marcello, j'ai un concept où l'ancien invité pose une question au futur invité. Il ne sait pas à qui il va poser cette question. Bon, là, elle m'a posé 3 questions. Donc, je te laisse choisir 1, 2, 3 et je te lirai soit la 1, soit la 2, soit la 3. Bon, vas-y pour la 2 alors. La 2. De quoi n'as-tu pas le courage? C'est une grande question, ça. Franchement, je sais pas trop. Je pense que de faire un truc... Je t'entends un petit peu loin, là. De faire un truc genre... par exemple, faire un immense saut à l'élastique, je crois pas que j'aurais le courage. Mais t'en as envie? Non. Alors ça compte pas. je rigole. je dirais... Enfin, de toute façon, j'en sais rien, moi. Pourquoi est-ce qu'elle a posé... Tu veux un peu d'eau? Non, ça va. Je sais pas pourquoi est-ce qu'elle a posé cette question, mais... En tout cas, moi, là, comme ça, j'ai envie de te dire non, quelque chose plutôt que tu aimerais potentiellement, mais voilà, il y a ce petit truc... Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que j'avais vraiment envie d'un truc, je l'ai fait, quoi. Ouais. Donc Après, des fois, je l'ai un peu regretté, et non. Mais voilà. Mais par exemple, j'aime bien prendre des risques. Bon, donc il n'y a rien... Je sais pas. Ma dernière question, Marcello. Qu'est-ce que le succès pour toi? Le succès, c'est d'être bien dans sa tête, d'avoir des gens qu'on aime et qui nous aiment autour de soi, puis d'avoir un bon équilibre dans tout dans la vie. Et c'est un truc que j'ai remarqué qu'il y a peu de gens qui réussissent. Moi, je suis assez heureux voilà, ça fait bientôt 30 ans que je suis marié avec mon épouse. Je m'entends super bien avec. J'ai des amis de très longue date avec qui je m'entends très bien.
je me suis beaucoup donné dans mon travail, mais des fois beaucoup trop, mais j'ai appris avec le temps à m'équilibrer. Et pour moi, voilà, d'être équilibré, puis de ne pas être extrême, enfin, de ne pas avoir tout un pan de vie foutu parce qu'on a sacrifié pour un autre, je pense que c'est ça, être heureux pour moi. Tes enfants, tu les as assez vus? Non. Mais qui peut dire qu'il a assez vu ses enfants? Je les ai, je les ai vus pas mal, mais je les ai pas assez vus, non. Mais c'est pas grave, j'essaie de les voir maintenant aussi. Parce que c'est aussi super cool, hein, même s'ils sont grands. J'imagine. Mais est-ce qu'eux te reprochent quelque chose? Non, ils m'ont jamais, je crois pas. Ou alors ils me l'ont pas dit, mais il me semble pas qu'ils me reprochent ça. Après, j'ai toujours eu la chance d'habiter assez proche d'où je travaillais, donc je les ai quand même pas mal vus, mes enfants. Peut-être j'avais pas toujours 100% de mon esprit à tous les repas, mais mais quand même, on a quand même, voilà, on était toujours une famille soudée, assez proche. Tu t'imposais un petit peu des horaires, pas de boulot après 19h, le week-end, ce genre de trucs? Ça, j'ai jamais fait, non. Ok. Maintenant, j'ai des zones où j'ai appris à ne pas travailler à des moments, mais je ne l'ai jamais fait dans une forme de discipline. Je l'ai fait petit à petit, en fait. Voilà. Ok. Mais maintenant, je suis capable de rentrer et de switcher et de passer 2 jours sans penser au travail, ce que je n'étais pas capable. Il n'y a encore pas si longtemps. Mais je ne me suis pas forcé à le faire. Voilà. C'est venu. Ouais. Très bien, Marcello. Merci beaucoup. Merci à toi. On te suit sur LinkedIn, sur Ouais, tous les réseaux sociaux. Je publie rien, j'ai rien à dire, donc je pense que voilà, si vous voulez me revoir, il faut attendre la décision du tribunal sur Canal B. Je vais faire 2-3 interviews, puis après vous m'entendrez plus pendant un moment. Quoi. Bon, sache que tu es le bienvenu sur le podcast si Merci. jamais tu as quelque chose d'autre à dire. Canal B, on sait, il n'y a pas de date? Non, on ne sait pas. Okay, on pense que c'est attend. Bientôt, mais on ne sait pas. On attend. Ouais, on attend. Quoi d'autre? Est-ce que il y avait quelque chose que tu voulais absolument dire avant qu'on termine? Écoute, non, je crois que j'ai déjà bien parlé, ou bien j'ai jamais autant parlé, je crois. Merci beaucoup. Merci Marcello. Merci tout le monde, et puis à tout bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé l'épisode en entier, et pour m'aider à continuer, je te demande une seule chose, c'est de t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas de commenter, liker les différentes vidéos et de les partager autour de toi, c'est ce qui m'aide à continuer. Rendez-vous mi-mars pour un nouvel épisode dans lequel on parlera de formation alternative. Ciao ciao.